Des threads! Vous voulez des threads? C'est quoi, à chaque vidéo thread, on va apprendre comment on dit thread dans une autre langue. Aujourd'hui, en allemand. Faden. Faden. Les amis, aujourd'hui, nous n'allons non pas faire un thread Twitter comme nous avons l'habitude de le faire, mais on va faire bien pire parce qu'aujourd'hui, c'est des histoires vraies. À chaque fois je suis excité quand je fais ces vidéos là, mais là je le suis encore plus parce que je viens de lire des dizaines d'histoires et mec, je deviens parano. J'ai l'impression d'être suivi, que des gens me veulent du mal. Aujourd'hui c'est un peu comme quand on était autour du feu en colonie de vacances avec des potes et qu'on se racontait des histoires flippantes qu'on avait vécues. Sauf qu'il n'y a pas de feu, ça n'a donc rien à voir, mais c'est pas grave, il y a un peu de pareil. Toutes ces histoires ont été postées par des utilisateurs Reddit sur un thread qui s'appelle Let's Not Meet. Le principe c'est que chacun raconte l'histoire la plus flippante qu'il a vécue dans sa vie. Il est question de vrais événements, de vrais trucs un peu fous qui peuvent nous aussi nous arriver et c'est très creepy. Mais ne devenez pas parano, on est là juste pour passer un bon moment et se divertir, c'est parti. J'entends des voix. La première histoire est celle de John. En vrai il donne pas son nom mais je vais l'appeler John pour que ce soit plus simple à raconter. Un jeune homme de 21 ans devenu récemment policier et récemment célibataire. Voilà, sa copine l'a largué, ça arrive à 2 millions d'hommes tous les jours. Sous conseil de ses amis, John va installer et utiliser l'application Tinder. Et c'est son premier date que je vais vous raconter. John a un match avec une fille très belle sur l'application, il est très content. Les deux parlent et s'entendent bien et elle lui propose rapidement un rendez-vous en disant qu'elle a un plan cool où on peut observer les étoiles. Une charmante idée pour un premier rendez-vous romantique, sympathique. Alors John monte dans sa voiture et va la chercher chez elle, puis se dirige vers cet espace ouvert où on peut avoir une très belle vue sur les étoiles au milieu de la vie sauvage des animaux. En arrivant sur les lieux, Samantha, son date, le guide à travers les champs pour se poser à un endroit et observer les étoiles comme prévu. Mais pendant qu'il s'avance dans les bois, il observe au loin des phares d'une voiture. Des phares qui se rapprochent très vite de sa propre voiture. Et un van apparaît et se colle à sa voiture, l'empêchant d'avancer. John dit à Samantha de rester dans la voiture, prend sa lampe torche et descend pour aller voir. Très bonne paire de couilles, moi j'aurais fait une marche arrière illico et j'aurais jeté Samantha dans la forêt. Il s'approche du van et constate que le conducteur est très grand et il lui demande poliment s'il peut reculer un peu son van de manière lui à se dégager et à continuer d'avancer dans les bois. Le conducteur du van lui répond très poliment qu'il est le propriétaire des lieux et qu'il voulait pas du tout lui faire peur, il s'excuse. Le conducteur du van lui souhaite alors un bon rendez-vous, un bon date et il part. Ok, ce n'est pas la fin de l'histoire. John retourne alors dans sa voiture, fin de la frayeur, mais il constate qu'à partir de là, il y a Samantha qui arrête pas d'être sur son téléphone et d'envoyer des messages, ce qu'elle ne faisait pas du tout avant. John et Samantha arrivent à l'endroit où Samantha voulait qu'ils aillent pour observer les étoiles, ils descendent de leur voiture, ils les regardent, et environ 1 heure plus tard, bim, les phares du van réapparaissent au loin et se rapprochent très vite d'eux. Le van pile en arrivant devant la voiture de John et Samantha court dans la voiture du conducteur du van. À partir de là, John explique qu'il comprend parfaitement qu'il s'est fait niquer, qu'il est dans la merde. Le conducteur du van sort du van, charge John et le fait tomber par terre. Heureusement, John réussit à le mettre sur le dos et à se relever. Et il voit Samantha prendre un tuyau en métal dans le van qui le menace en disant: on a des armes à feu, obéis-nous, donne-nous ton argent et ta voiture. À ce stade, nous, on dit oui tout de suite, y a aucun problème. Prenez tout, même mon t-shirt. Mais John, il a 21 ans, il est jeune, il vient d'être policier et il pense que c'est Tom Cruise. Il dit non, jamais. John sort son arme à feu, la pointe vers eux en disant qu'il est policier. Gros moment de blanc entre nos trois interlocuteurs. Mais ils obéissent et arrêtent leur connerie. John retourne dans sa voiture, il appelle le 911, il appelle ses collègues, il donne son nom, son numéro de badge, il explique la situation et des collègues à lui rappliquent en vitesse pour l'aider. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce van. Un van c'est grand mec, ça peut contenir beaucoup de choses. Parallèlement, Samantha et son complice s'enfuient dans les bois en van. John reste sage, il attend ses collègues avant de faire quoi que ce soit, surtout ne pas agir seul dans cette situation. C'est faux, c'est entièrement faux, il se dirige à la poursuite du van. C'est un fou John. Et pendant qu'il les poursuit, il entend 3 sons très brillants et il voit des muzzle flash qui partent de l'autre voiture. Il se fait tirer dessus totalement. Je rappelle que tout cela est un date Tinder. On parle d'un date Tinder là actuellement. Ça n'a aucun sens mec. Au moment où il voit les flashs venir de la voiture, il s'arrête, clairement sa fierté part comme ça dans l'aération de la clim. Hop, son sergent et son officier d'instruction arrivent pour l'aider en renfort et ils se lancent tous les trois à la poursuite du van. Ils essaient de le retrouver, ils l'ont perdu de vue. Ils le trouvent et il y avait des couteaux, du ruban adhésif, du liquide pour briquet, une quantité indécente de munitions, des menottes et ce qui semblait être du sang séché. Juste ça. Heureusement, personne n'a été blessé, même si John est traumatisé des applications de rencontre. Je pense qu'on ne peut pas faire un pire premier date. Ça n'existe pas. C'est trop creepy mec comme situation. On dirait vraiment un putain de film. Ce mec a vécu un film d'horreur en vrai quoi. Et heureusement que c'était un policier et qu'il avait une arme de poing pour le coup dans cette situation. Ça me fout la... Mec, ça me fout des frissons. J'ai jamais trop aimé les applications de rencontre parce que je trouve ça un peu glauque des fois. Mais jamais je me suis dit que ça pouvait arriver ça quoi. C'est effroyable mec. Alors, il est temps de vous raconter la deuxième histoire mec qui est ultra glauque, qui est plus courte mais qui fait bien flipper. Léa a 22 ans et elle explique que cet événement s'est passé 1 an et demi avant qu'elle écrive ce post sur Reddit. Elle vient d'emménager dans son premier appartement et elle est encore, vous savez, dans le truc où tu commandes des objets, tu reçois des cartons, tu reçois ton canapé, etc. Elle est encore dans tout le processus d'emménagement. Elle explique que la porte qui mène à son appartement se verrouille automatiquement quand elle se ferme. Ce jour-là, elle va chercher son courrier en étant au téléphone avec son petit ami. Puis elle revient dans son appartement et elle commence à ouvrir son courrier, à lire des lettres des impôts, ce genre de choses. En ouvrant une lettre, elle fait tomber son téléphone qui fait un petit rebond, hop, et qui va légèrement sous le lit. Elle s'allonge alors sur le sol et tend son bras pour récupérer
récupérer son téléphone et là elle observe le pire truc possible. Il y a quelqu'un dos à elle qui est sous son lit. Alors c'est une peur qu'on a tous, mais moi j'ai toujours pensé que c'est impossible que ça arrive. Mais elle, ça lui est arrivé, vraiment. Là elle explique que ses yeux s'écarquillent, qu'elle a envie d'hurler, mais que comme le mec est de dos et qu'il ne peut pas la voir, elle fait comme si elle l'avait pas vu. Elle récupère son téléphone, elle dit à l'interlocuteur qui est toujours au bout du fil: désolé, j'ai fait tomber mon téléphone, je vais prendre une douche, je vous rappelle juste après. Et elle se dirige dans sa salle de bain. Elle entre dedans, elle verrouille la porte à clé, elle fait couler l'eau de la douche et comme elle habite au premier étage, elle ouvre la fenêtre de la salle de bain et elle saute. Elle appelle la police qui lui dit de rester pas très loin de l'appart mais caché quand même. Et à partir de là, elle attend l'arrivée de police, les yeux rivés sur son appartement pour voir si quelqu'un en sort. Mais c'est une surfemme, c'est incroyable d'être héroïque comme ça. Avoir le sang-froid de ne pas crier alors qu'un inconnu est chez toi, sous ton lit. Comment elle a fait, mec? Gros, il y a un pissenlit sous mon lit, je crie par réflexe. Bah, qu'est-ce que ça fait là? Elle, y a un mec entier de dos. C'est bon pour vous? L'idée de reprendre le téléphone et de continuer la discussion comme si c'était rien passé. Tu donnes l'assurance au gars qui est sous le lit que tu l'as pas vu alors que tu l'as parfaitement vu. Bref, c'est incroyable. Un respect incroyable pour cette femme qui est légendaire. Légendaire, niveau légendaire. Alors, elle est donc en train d'attendre la police. Elle a aussi entre-temps appelé son petit ami qui l'a rejoint. Il l'attend avec elle. Et enfin, la police arrive. Elle leur donne les clés de l'appartement et ils se dirigent dedans pour voir si le mec est encore là et pour l'arrêter si c'est le cas. Quelques instants plus tard, deux policiers sortent de l'appartement avec un mec qui a un air très fatigué, un regard de fou, mais qui se débat pas. Les policiers vont dire à Léa que elle a agi merveilleusement bien, même si on le savait déjà, parce que l'homme attendait devant l'entrée de sa salle de bain avec l'un de ses couteaux de cuisine. Voilà, pour probablement faire des faritas avec elle. Yes! Hop là, je vais sous mon bureau vite fait, c'est bon, y'a personne. En fait, le mec était rentré dans son appartement pendant qu'elle récupérait son courrier. La porte s'était pas claquée, elle s'était juste posée, vous savez. Et du coup, il avait pu en profiter pour lui rentrer et se cacher sous le lit. Léa nous explique ensuite que dès le lendemain, son petit ami a emménagé avec elle parce que ça l'avait complètement traumatisé. Et c'est vrai que déjà, quand tu te fais cambrioler, tu sais qu'il y a des gens qui sont allés chez toi quand t'étais pas là et qui t'ont dérobé des affaires, ça te traumatise, mais vraiment. Mais là, quand tu vois qu'il y a quelqu'un chez toi caché de tes propres yeux, ça doit vraiment être une situation tellement stressante, t'es traumatisé, c'est sûr. Donc bravo Léa! Respect à toi. Et maintenant, pendant les 4 années qui suivent, moi et des millions de gens vont regarder sous notre lit tous les soirs. Grâce à toi, merci. Les amis, troisième histoire. Et celle-là, elle est tellement horrible. Et encore une fois, on est tombé sur un héros. Vraiment, les gens qui postent leurs histoires là sur ce thread, ils sont légendaires, gros. C'est des héros de films. Alors, Valentin, on va l'appeler comme ça. J'invente des prénoms, voilà. Valentin a 21 ans, on est le soir, il décide d'aller dans un bar avec un ami à lui. Sur le chemin du bar, son pote était déjà en train de boire, donc quand ils sont arrivés, il était déjà complètement fait. En arrivant au bar, ils s'assoient tous les deux et il y a une fille qui s'appelle Candice, qui est très mignonne, qui vient s'asseoir à côté d'eux pour leur parler, voilà. Je dis des voilà parce que jusque là tout est normal. Alors je profite, je dis voilà. Valentin remarque qu'elle a des très beaux cheveux roux, mais que c'est pas naturel. Il pense que c'est une teinture, bref, c'est une petite réflexion, mais bon, sans importance. Alors Candice flirte avec Valentin et son ami, mais elle semble plus intéressée par son ami. Valentin, il se dit putain, c'est peut-être parce que lui, il est très bourré, donc elle pense qu'elle a plus de chance avec lui. Donc Valentin fait semblant d'être aussi bourré que son pote pour attirer l'attention de Candice. Ah, le petit, vous savez, la petite guerre de séduction là en soirée, blablabla. Alors ça parle, et au bout d'un moment, Valentin, il se dit que peut-être qu'elle est là juste pour avoir des boissons gratuites, qu'elle fait semblant de s'intéresser à eux dans le but de boire des bières ou je sais pas quoi gratuitement. Et elle va répondre de la meilleure des manières, elle va leur payer à boire elle-même. Sauf que ça va durer un moment, elle arrête pas de commander de nouveau des cocktails pour eux tout le temps, à tel point qu'au bout d'un moment, Valentin il sait pas si elle est là pour son ami ou pour lui-même. Tout est un peu flou, c'est bizarre. Le pote de Valentin va aux toilettes, sauf qu'il revient jamais parce qu'en fait les videurs l'ont dégagé de la boîte parce qu'il était trop bourré. Du coup Valentin c'est un vrai pote, il sort de la boîte et il rejoint son ami pour veiller sur lui parce que c'est le plus sobre des deux, donc c'est à lui d'être entre guillemets le gardien. Et Candice suit Valentin dehors, ils se retrouvent donc tous les trois devant le bar. Et là Candice regarde le pote de Valentin et lui propose de venir chez elle, avec elle, voilà, elle l'invite. Sauf qu'il est tellement bourré qu'il arrive à peine à répondre. Valentin comprend donc que son pote est plus du tout maître de ses actes et de ses paroles et du coup dit à Candice non, il peut pas venir avec toi, il est trop bourré là, ça va pas. Parce qu'il a pas envie que son pote se réveille dans une maison inconnue, sans sa voiture et en ayant aucune idée de ce qui s'est passé la veille. Soudainement, Candice, elle s'intéresse alors énormément à Valentin, à tel point qu'au bout d'un moment, elle propose même à Valentin d'offrir un taxi à son ami pour qu'il rentre chez lui et que eux deux aillent chez Candice. Elle a switch très vite quand même de crush là, c'est très bizarre. Mais bon, ok, si souhaite-t-il. Ils accompagnent l'ami de Valentin jusqu'à son taxi, puis ensuite, ils se dirigent vers la voiture de Candice. Sur le chemin, elle lui propose de s'arrêter pour acheter de l'alcool dans un magasin et continuer à boire sur le trajet. Elle insiste sur le fait que c'est elle qui paiera l'alcool et qu'il n'y a pas de souci, sauf que Valentin, il est pas chaud, il a déjà beaucoup bu. Sauf que Candice, elle insiste. Valentin a peur de gâcher ses chances s'il refuse, donc il lui dit ok, achète-moi une bouteille d'alcool et une bouteille de jus de pomme et on va boire. Mais il compte pas boire. Direction la maison de Candice et Candice boit des toutes petites gorgées d'alcool. Elle arrête pas d'insister pour que Valentin boive et boive. À tel point que là, ça devient pas normal. C'est trop bizarre d'insister à ce point pour que quelqu'un boive, ça n'a aucun sens. Mais Valentin, encore une fois, il a peur de la froisser et de gâcher ses chances, donc il va
prendre des gorgées d'alcool qu'il garde dans sa bouche et qu'il va recracher dans la bouteille de jus de pomme. Il va aussi la tester en l'appelant autrement que par son prénom. Il va l'appeler Carla, Lana, volontairement, et elle va pas du tout réagir, comme si elle s'en fichait complètement. Et ça fait un truc chelou de plus. Normalement, si t'es intéressé par quelqu'un et qui se trompe de prénom en t'appelant, t'es un peu vexe quand même, tu réagis. Ça y est, ils arrivent enfin tous les deux devant la maison de Candice. Ils rentrent, et en rentrant, Valentin fait exprès de tomber pour faire croire qu'il est vraiment très bourré. Elle l'aide à marcher, elle le tient, la porte d'entrée n'est pas verrouillée, donc il rentre, et après être entré, elle ferme la porte d'entrée à double tour. Bref, il est tard le soir, on ferme sa porte d'entrée par peur que quelqu'un entre par effraction et se cache sous son lit par exemple, hein. Yes. Valentin lui demande s'il peut aller dans la salle de bain, et en entrant, il verrouille cette dernière et il se regarde dans le miroir en se disant putain, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal là, il y a eu trop de trucs bizarres. Et là, il entend Candice parler dans le salon à quelqu'un et chuchoter. Il est complètement bourré, il peut à peine se lever. C'est vous qui le faites. Ok. Vous faites quoi exactement? Et pourquoi fallait-il qu'il soit très bourré pour que vous le fassiez? Valentin sort de la salle de bain, parce que de toute façon il peut rien faire d'autre. Il voit Candice, et là gros bad pour Valentin, c'est pas Candice qui a devant lui, c'est une autre personne. C'était une autre fille qui avait les mêmes cheveux que Candice. Cheveux qui étaient donc probablement une perruque, et que Candice avait donné à cette autre personne pour faire genre que c'est Candice. Valentin en voyant ça, il fait comme Léa, il fait genre qu'il a rien vu, que tout est normal. Et il sourit à cette fille en lui disant est-ce que je peux retourner dans la salle de bain, je suis toujours pas bien. La fille lui répond que tout va bien, qu'il n'y a pas de souci, mais elle a quand même envie qu'il se dépêche. Valentin retourne dans la salle de bain. Il l'entend murmurer quelque chose à quelqu'un d'autre, qui lui murmure quelque chose en retour, sauf que la deuxième voix c'est pas une voix féminine, c'est une voix masculine. Il y a donc une troisième personne dans cette maison que Valentin n'a pas vue. Il nous explique qu'il a pas compris ce qu'ils ont dit, il s'est pas concentré pour entendre leurs mots. Son but c'était juste de se barrer le plus vite possible de cette situation très dangereuse. Alors hasard des choses, il a fait comme Léa, il a ouvert la fenêtre de la salle de bain, il a sauté et il a sprinté pendant 40 minutes. Il a appelé un taxi et il est rentré chez lui. Et depuis ce jour, il se pose plein de questions, il se demande ce qui serait passé cette nuit-là s'il était resté dans la maison. Pourquoi Candice faisait boire absolument un mec pour le ramener chez elle et le confier à deux potes à elle? Est-ce que c'était pour faire du sextortion, vous savez, quand vous avez des vidéos pornographiques de quelqu'un et que vous demandez des rançons pour pas les diffuser? Est-ce que c'était pour le kidnapper? Est-ce que c'était pour lui faire des trucs bizarres? Il sait pas et ça le rend ouf, Valentin. Moi maintenant c'est simple, ça va être un critère. Quand je prends un appart ou une maison, je veux que dans la salle de bain il y ait une fenêtre. Forcément, je veux pas être dans la situation de ces gens et qu'il n'y ait pas de fenêtre pour partir, c'est horrible. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur les histoires vraies Reddit. Il y en a énormément là, j'en ai sélectionné des différentes. Il y en a pas mal qui se ressemblent mine de rien, enfin où c'est la même mécanique. Là je voulais que ce soit trois trucs très différents. Je vais peut-être en faire une quatrième, mais je me rends compte que cette dernière histoire était très longue et très prenante. Alors il n'y a pas besoin. Je la réserve peut-être pour un autre épisode. Le pouce bleu si vous voulez un épisode 2 bien sûr. C'est honteux ce que je suis en train de faire. C'est fou comme je sais pas, je veux dire en soirée il y a plein de gens en France ou partout dans le monde qui finissent la soirée chez quelqu'un d'autre pour se faire des câlins ou parler ou jouer à Smash Bros même si j'en doute. Et il y a une infime chance pour que tu te retrouves dans des situations comme ça quoi. Donc je trouve ça terrible. Donc faites bien attention si vous rentrez de soirée et que vous allez chez un inconnu. Assurez-vous que ce soit quelqu'un de clean et pas de bizarre. Donc soyez attentifs en soirée et ne buvez pas trop, voire ne buvez pas tout court. Au moins vous serez parfaitement conscient de ce qui se passe, de ce qui vous entoure et vous pourrez remarquer tous ces petits détails qui ont permis à Valentin de sortir de cette situation. Et puis voilà, sinon c'est Noël là bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, passez de très bons moments avec vos proches, avec vos amis, bref avec tout le monde. J'espère que vous aurez de jolis cadeaux et puis je vous dis à très dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, reposez-vous bien aussi, c'est les vacances, vous geekez bien. Ciao les gens, à la prochaine. Les amis, c'est parti pour 3 histoires vraies, 3 témoignages finalement. Et on commence avec celui de Lisa. Lisa explique que l'histoire qu'elle raconte s'est passée lorsqu'elle était encore à la fac. Elle a vécu à l'Isla Vista, la communauté étudiante de l'UCSB, connue pour être une école de gros fêtards. Ouais, vous savez des fois dans les campus, à l'université, ça fait beaucoup la fête. Et d'une école à l'autre, ça fait plus ou moins la fête. Là, le curseur il est très haut. Cette nuit-là, Lisa, elle rentre à 2h30 du matin après avoir bu quelques verres, rien d'excessif. Elle explique qu'elle vit dans une maison avec 2 copines à elle, elles sont donc en colocation. Elle explique donc qu'il était fréquent que l'une d'entre elles ramène une ou plusieurs personnes à l'appart et que cette ou ces personnes dormaient soit sur les meubles, soit dans leur lit selon les affinités. Bref, juste des meufs qui ont la vingtaine et qui kiffent la vie, y a rien d'anormal. Cette nuit-là, pendant que Lisa était partie boire un verre à l'extérieur, ses 2 copines colocataires ont invité quelques personnes à l'appart pour faire une mini-fête. Et ces quelques personnes, Lisa ne les connaissait pas. C'était pas ses amis. En rentrant chez elle, Lisa constate donc que l'une de ces personnes est restée dormir là et qu'elle dort sur le canapé dans le salon. Elle explique qu'elle a pas allumé la lumière parce qu'elle a vu une ombre sur le canapé et qu'elle voulait pas réveiller la personne, mais qu'il y avait bel et bien une personne sur le canapé. En allant vers sa chambre, elle se rapproche donc du canapé et elle s'aperçoit que la silhouette est très raide, que la personne dégage un truc bizarre. Vous savez que des fois on a ce feeling où on se dit attends il y a un truc pas normal là. Bah là, Lisa elle a ce feeling. Lisa elle est donc à l'arrêt en train de regarder cette personne et cette personne d'un coup tourne la tête vers Lisa. Et truc un peu badant, cette personne regarde Lisa
Lisa droit dans les yeux avec des yeux grands ouverts. Elle dormait pas du tout. Elle va penser que cette personne est probablement soit ivre, soit sous drogue. Bref, n'importe quoi qui puisse expliquer qu'une personne se retourne brusquement vers toi à 2h30 du mat avec des yeux grands ouverts. Elle rejoint sa chambre comme prévu et elle prend bien soin de verrouiller la porte de la chambre avant de se glisser dans son lit. Et là, elle s'endort. Tout va bien qui finit bien? Pas du tout. À 4h30, il y a un bruit étrange près de la porte de sa chambre qui la réveille. Un bruit qu'elle décrit comme le bruit que pourrait faire quelqu'un en tapotant des doigts contre une porte. Premier réflexe assez logique, Lisa elle reste dans son lit, elle bouge pas et elle fait aucun bruit. Bref, elle attend que ça passe, comme on le fait tous dans ces situations où il y a un truc très badant et on est dans le déni jusqu'au moment où on se rend compte que il va peut-être falloir agir parce qu'il y a un truc pas normal. Les minutes passent et le bruit devient de plus en plus fort, comme si la personne cette fois tapait contre la porte en bois avec les doigts de ses deux mains. C'est pas une activité commune de taper avec ses doigts contre les portes. Donc là elle bade. En faisant le moins de bruit possible, elle prend son téléphone et elle envoie un message à sa coloc qui est de l'autre côté de l'appartement. Elle lui explique que son ami est en train de frapper contre sa porte avec ses doigts, que ça la fait bien bader et elle lui demande d'aller lui parler pour le calmer parce que ça l'empêche de dormir. Après plusieurs minutes d'attente, Lisa reçoit aucune réponse de sa pote tout simplement parce qu'elle dort. Elle est donc seule dans sa chambre et il y a un gars de l'autre côté de sa porte qu'elle ne connaît pas et qui est en train de gratter depuis de nombreuses minutes avec ses doigts contre le bois de la porte. Horrible situation. Lisa envoie donc un message à sa deuxième colocataire et malheureusement pareil, pas de réponse probablement parce qu'elle dort aussi. Sauf que l'inconnu de l'autre côté de la porte, il va plus se contenter de gratter à la porte. Cette fois, il va attraper la poignée et il va la secouer dans tous les sens pour ouvrir la porte. Comme la situation s'aggrave et qu'elle a aucune réponse, Lisa elle décide, quitte à faire plus de bruit, tant pis, d'appeler l'une de ses deux colocataires. Sa coloc cette fois décroche et Lisa lui dit: ton pote il est fou, est-ce que tu peux faire quelque chose parce que là il est en train de gratter à ma porte et c'est vraiment chiant. Et après quelques secondes de silence, sa colocataire lui répond: quel pote? Il n'y avait pas de gars qui dormait sur le canapé. Personne n'est resté dormir à la maison. L'adrénaline de Lisa monte en flèche. Et à ce moment-là, elle se rend compte aussi que ça fait plusieurs minutes que plus personne ne gratte à sa porte. Et donc elle se demande où est passé ce putain de type. Et quasiment au même moment, elle entend un bruit sourd suivi d'un hurlement de peur. Et à ce moment-là, Lisa décide d'appeler les flics parce que la situation dégénère. Elle explique la situation aux policiers et ils lui disent qu'ils envoient tout de suite 2 voitures. Tout l'appart se retrouve plongé dans le silence. Et c'est là que Lisa baisse les yeux et elle voit que le mec vient de glisser ses doigts entre le sol et le bas de la porte. Lisa, face aux doigts qui dépassent de sa porte, elle n'arrive plus à se contenir et elle hurle tout en reculant. Et elle explique d'ailleurs qu'elle s'en veut et que c'est son plus grand regret parce qu'en fait elle avait juste à écraser les doigts du gars pour peut-être le faire fuir. Bref, malheureusement pour Lisa, le gars s'est barré juste avant que la police arrive. Les policiers n'ont pas retrouvé ce gars. Et du coup il s'était infiltré dans la maison en passant par la porte latérale en verre et en crochetant la serrure. Lisa explique que le pire dans l'histoire c'est qu'elle a regardé ce mec droit dans les yeux en rentrant chez elle et que sur le moment elle a pas compris, mais en fait s'il était tout raide et immobile comme ça, c'est pas parce qu'il dormait mais c'est parce qu'il essayait de se cacher dans le noir. Sauf que Lisa l'a clairement vu et c'est pour ça que le gars s'est retourné vers Lisa en mode: est-ce que je suis foutu? Je vais devoir agir là? Ce n'est pas du tout un ami de ses colocataires qui dormait en fait. C'est juste un intrus qui se cachait. C'est pas pareil quand même. Voilà. Alors c'est marrant, ça me fait un peu penser à l'histoire qu'Alice avait racontée quand elle était venue dans la vidéo Thread Horror avec Guest, mais un peu remixé quoi. Il faut arrêter les gens de s'infiltrer chez d'autres gens en pleine nuit là comme ça. Il faut arrêter ça. Bon. Il est temps de passer à la deuxième histoire qui d'ailleurs est liée au verrouillage de porte, oui. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Francis. Alors Francis donc, il est obsédé par le verrouillage de porte. Vous savez, c'est ces fameux tocs où tu vérifies tout le temps que la porte est fermée et t'oublies très rarement de la fermer tellement t'es obsédé par ça. Il explique qu'il a d'ailleurs un petit rituel depuis plusieurs années, c'est qu'avant de dormir, il vérifie que toutes les portes de la maison sont bien fermées à clé. 5 mois avant les faits, Francis emménage avec sa femme et ses 2 enfants dans une nouvelle maison. Il explique que c'est une maison qui est vraiment très excentrée, elle est très loin des grandes voies proches. Par conséquent, il n'y a jamais de piétons autour de chez lui puisque voilà, c'est une route privée qui mène que à sa maison, donc personne n'a rien à faire là. Détail important, il aime pas dormir dans le noir, Francis. Il laisse toujours une lumière allumée quelque part dans la maison qui fait un petit halo sous sa porte, ça le rassure. Tu vois, comme quoi même ceux qui aiment la ruralité, ça se rassure d'une manière ou d'une autre. Bref, un mois après l'emménagement, Francis se retrouve enfermé à l'extérieur de chez lui parce qu'il est sorti, il a claqué la porte et il a oublié ses clés. Classique shit qui nous est tous arrivé. Du coup, il essaie de passer par la porte arrière de sa maison, sauf que, avec son putain de toc, il l'avait fermé à double tour, malheureusement. Il a hésité à l'ouvrir au pied de biche, sauf que la porte étant dans un état nickel, ça lui faisait mal au cœur, donc il a préféré appeler le propriétaire et lui demander de venir ouvrir la porte avec le double des clés, quitte à devoir attendre plusieurs heures. Bref, un peu plus d'une semaine plus tard, c'est là qu'il commence à se passer des trucs bizarres chez Francis. Francis se réveille en pleine nuit parce qu'il a méga soif et il se dirige la tête dans le cul vers sa cuisine. En ouvrant la porte de sa chambre, il y a un détail qui le fait chier, c'est que toutes les lumières sont éteintes. Sauf que souvenez-vous, Francis, il laisse toujours une lumière allumée. Il va d'abord penser que c'est une panne de courant avant de se rendre compte qu'en fait il entend le ventilateur de sa chambre qui est juste derrière lui et que donc c'est pas une panne de courant. Francis fait un pas
pour sortir de sa chambre. Il se retrouve dans le couloir et là il a des frissons et il a le sentiment d'être observé. Et son instinct lui dit que cette personne se trouve sur sa gauche. Francis tourne la tête et il n'y a personne. En revanche, il voit les étoiles, là où il devrait juste y avoir de l'obscurité, tout simplement parce que la porte arrière de chez lui est grande ouverte. Francis, il a la conviction qu'il y a quelqu'un qui est au bout, près de la porte, caché dans l'ombre, qui attend qu'il soit assez près de la porte pour l'attraper et le fracasse. Il réalise alors qu'il est un peu responsable de la sécurité de sa famille, c'est l'homme de la maison quoi. Il prend alors son courage à deux mains et il marche en direction de la porte pour la fermer. Francis tend la main vers la poignée de la porte et après plusieurs tâtonnements provoqués par la panique, il réussit à choper la poignée et à claquer la porte. Le lendemain, Francis demande donc à ses enfants et à sa femme si c'est eux qui ont ouvert la porte. Évidemment, ils lui disent que non et il leur demande aussi si quelqu'un a éteint la lumière dans la nuit et évidemment, ils lui répondent que non. Pendant 3 semaines, Francis va vérifier régulièrement le verrou de la porte arrière et il est toujours bien enclenché, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Jusqu'à une nouvelle nuit où Francis se réveille d'un énorme cauchemar, puis il va dans sa cuisine pour boire quelque chose et là une nouvelle fois il est frappé par le même sentiment que 3 semaines avant, il a l'impression que quelqu'un le regarde. Ses yeux se dirigent naturellement vers la porte arrière de la maison et mauvaise surprise, elle est grande ouverte. Comme 3 semaines avant, Francis décide de s'élancer vers la porte pour la fermer, sauf que cette fois, il est convaincu qu'elle s'est pas ouverte toute seule. Il va finir par s'endormir de nouveau, pour se réveiller 2 heures plus tard, parce que c'est le matin et qu'il doit aller au travail. Et après s'être levé et avoir pris la direction de la chambre de ses enfants pour les réveiller, ses yeux se tournent naturellement vers la porte arrière, et une fois de plus, elle est ouverte. Et il constate qu'à l'extrémité de la porte, il y a des rayures et des plis. Et là, Francis se dit, bon, il faut que j'arrête de prendre ça à la légère, on va se poser et on va réfléchir à ce sujet. Tout d'abord, il se demande si le jour où il s'est retrouvé enfermé en dehors de chez lui, il a bien vu la porte, en fait. Il remet tout simplement en cause les rayures et les plis qui sont apparus entre temps. Peut-être qu'en fait ils étaient là dès le début et qu'il les avait juste pas vus. Mais il va quand même faire quelque chose avec cette porte, donc il voulait au début mettre des nouveaux verrous. Sauf que ne trouvant pas sa perceuse, il s'est rabattu sur des clochettes qu'il a attachées à la poignée de la porte du côté intérieur, du côté de chez lui. Bref, ça va arriver une dernière fois avant qu'il change définitivement les serrures. Cette nuit-là, Francis se couche tôt, il se réveille aux alentours de 3 heures, il va vérifier la porte parce qu'il a une obsession maintenant avec cette porte, à juste titre. Et cette fois, bonne surprise, la porte est fermée. Il retourne se coucher et cette fois il fait un cauchemar horrible dans lequel il entend les clochettes de Noël qu'il a mis à la poignée. Alors il se lève et en s'approchant de la porte, il tombe sur une petite fille de dos. Étant donné qu'il est dans un cauchemar, il a étrangement pas peur du tout de cette petite fille. Il lui demande son nom, sauf que la petite répond « Quelqu'un arrive ». Quelqu'un arrive, quelqu'un arrive, et elle va crescendo comme ça, crier de plus en plus fort quelqu'un arrive, jusqu'à se retourner, la mâchoire sur la poitrine, la bouche anormalement large, en criant quelqu'un est ici. Francis se réveille en sueur, il se lève, et bien évidemment, la lumière de la cuisine est éteinte, et la porte arrière est grande ouverte. Une nouvelle fois, Francis ferme la porte, et il constate que les clochettes ne sont plus sur la poignée. Il s'aperçoit qu'elles sont posées sur un meuble dans le couloir. Ce matin-là, il va poser des questions à ses 2 enfants et à sa femme, sans trop en dire pour pas les effrayer de ce qui se passe. Il va juste leur demander s'ils ont entendu quoi que ce soit d'anormal cette nuit. Son fils de 13 ans lui dit que non, rien, mais que si à 2h30, il s'est levé pour aller aux toilettes et il a vu que la porte arrière était grande ouverte. Et il est donc allé la fermer. Francis lui demande alors si les clochettes étaient sur la poignée ou pas, et son fils lui dit qu'il est quasi sûr que oui. Et cette fois, enfin, Francis est parti dans un magasin pour acheter une perceuse, ainsi qu'une nouvelle serrure, et il a passé l'après-midi du coup à bricoler sa porte et à changer la serrure et rajouter même des verrous. Au moment où il nous raconte cette histoire, il explique que malgré ça, quelques jours avant de la raconter, il a remarqué des nouvelles rayures et des nouveaux plis sur sa porte, sauf que cette fois les verrous n'ont pas cédé, donc elle s'est pas ouverte. Ce qui est ouf dans cette histoire, c'est que c'est évident qu'il est en danger, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui est pas très bien intentionné, mais comme il n'y a pas de répercussions graves, personne s'est fait agresser, rien n'a été volé, il y a aucune trace d'intrusion que dalle, Francis, il va attendre tellement longtemps avant d'agir, je trouve ça dingue. En fait, je trouve ça hyper intéressant comme certaines fois les gens sont dans la non-réaction et sont totalement dans le déni de la gravité de la situation. Dès qu'il a vu les traces de rayures, fallait changer la porte, voire même déménager directement. Je trouve ça fou. Tout ça nous amène à la 3e histoire, celle de Gabriel. Gabriel qui fait une activité que j'aurais jamais le courage de faire, aka le trail. Mais vous savez, il y a des parcours énormes et les gens vont faire ces parcours, marcher des distances assez énormes en auto-survie. Donc c'est-à-dire ils y vont avec leur tente, avec leur bouilloire, ils prévoient assez d'eau et de vivres pour pouvoir finir le parcours et ça dure plusieurs jours. Bref, Gabriel il part avec sa copine et il essaie de faire le sud du sentier de Virginie. C'est un sentier qui fait environ 260 km de long et qui traverse les forêts nationales de George Washington et Jefferson. Il explique que la partie sud de ce sentier est la moins fréquentée et la plus reculée. Exactement ce qu'il recherche avec sa copine. En gros, ils vont là-bas parce qu'ils veulent pas croiser d'autres gens. Ils ont vraiment envie d'avoir la sensation d'être seuls. Vous êtes des ouf, hein, et encore quand même Francis là, faut arrêter. Hein. Bref, on est début octobre, ils se rendent là-bas, ils sont contents, l'air est assez doux, on a le changement de couleur des feuilles parce qu'il y a le changement de saison, le temps est parfait, il y a des paysages magnifiques, tout se passe merveilleusement bien. Sauf
les 2 dernières nuits. Sur ce sentier, t'es censé camper soit sur le sentier, soit dans un refuge désigné. Donc tous les X kilomètres, il y a une sorte de refuge qui est un point de ralliement des gens qui font ces parcours dans lequel tu peux te poser. Mais comme dit, Gabriel et sa copine, ils ont pas envie de croiser d'autres gens, ils ont pas envie en plein milieu de la nuit que quelqu'un vienne leur demander leur bouilloire ou des conneries. Ils veulent vraiment être en autonomie totale, donc ils vont trouver leur propre petit coin en hors-piste. Ça sent l'embrouille. Au milieu d'une petite clairière se trouve l'endroit parfait pour Gabriel et sa copine, endroit dans lequel ils décident d'installer leur camp. Ils montent leur tente, et puis ils se glissent dans leur sac de couchage et se dirigent vers une belle nuit de sommeil. Sauf que, vers 2 h du matin, la porte arrière de la maison de Gabriel est ouverte. Pas du tout. Vers 2 h du matin, Gabriel est réveillé par sa copine qui lui dit « Prends ton arme, il y a quelqu'un dehors qui marche autour de notre tente. » C'est bon pour vous cette phrase? Gabriel explique que lors de ses randonnées, il emmène tout le temps un M1911 avec lui, qui est un pistolet. Il explique qu'on sait jamais trop sur quoi on va tomber et que donc il a l'habitude d'emmener un flingue avec lui, quoi. Bref, il a sorti le flingue de son sac avant de s'asseoir et d'écouter soigneusement tout ce qui pouvait se passer autour de la tente. Pendant plusieurs minutes, aucun bruit spécifique, avant qu'il entende des bruits de pas sur des brindilles. D'après le bruit des pas, il explique que selon lui, c'est un bipède qui marche. Gabriel prend sa lampe de poche et sort de la tente. Il se décide alors à inonder de lumière la zone d'où provenaient les pas. Gabriel pense avoir vu quelqu'un bouger derrière un arbre. Il se met alors à lui crier dessus en lui disant de se casser. N'ayant pas de réponse, Gabriel continue d'éclairer l'endroit d'où provenaient les pas, tout en pointant avec son arme et en avançant là-bas. En s'approchant de la zone, il entend de nouveau des bruits de pas qui cette fois proviennent de sa droite. Il a donc 2 solutions, soit il décide de pourchasser la personne qui était là, soit il retourne dans la tente dans laquelle se trouve toujours sa copine probablement terrorisée et monte la garde jusqu'à la fin de la nuit. Gabriel va évidemment choisir cette deuxième solution. Le lendemain matin, après avoir très peu dormi, Gabriel veut donc essayer de savoir s'il y avait vraiment quelqu'un qui était là. Il retourne donc à l'endroit d'où provenaient les bruits et il tombe sur des traces de bottes. Il précise d'ailleurs qu'il a pas dit à sa copine qu'il était tombé sur des empreintes de bottes parce qu'il voulait pas qu'elle flippe. Le classico, non mais je te l'ai pas dit pour te protéger, mais il faut lui dire. Vous êtes 2 à vivre cette situation, voyons. À ce stade de la randonnée, il reste à Gabriel et sa copine environ 2 jours de marche avant d'arriver au bout du parcours. Bien entendu, suite à cet événement, ils vont marcher beaucoup plus vite la journée pour couvrir le plus de terrain possible. Mais c'est quand même pas des surhommes, ils vont pas réussir à faire 2 jours de randonnée en 1 jour et donc ils vont devoir passer une nouvelle et dernière nuit dans la forêt. Gabriel explique qu'il a trouvé un endroit près d'une falaise, dans un petit surplomb, dans lequel il serait cool de monter leur tente puisque du coup les gens ne pourraient venir que de devant eux et pas de 360 degrés autour d'eux. Bref, ils ont installé le camp dans ce petit surplomb, ils ont préparé leur nourriture et ils sont glissés dans leur sac de couchage dans la tente. Après quelques minutes, sa copine s'est endormie et lui il est resté éveillé pendant quelques heures en écoutant les bruits des bois aux alentours et en essayant de voir si quelqu'un allait de nouveau venir autour de leur camp. Au bout d'un moment, Gabriel étant exténué vu qu'il a déjà très peu dormi la nuit d'avant, il s'endort. Il va se réveiller plus tard dans la nuit à cause de ce qui semble être quelqu'un, une nouvelle fois, de l'autre côté de la paroi de la tente, qui fouille dans leurs affaires. Gabriel chope son arme et grâce à ce qui reste de leur feu de la veille, à savoir des petites braises, il arrive à voir la silhouette de la personne, qui est vraiment à 1 mètre de la tente. Il décide alors de lui hurler dessus en lui disant « On est armé, dégagez !» Et il voit alors les silhouettes lâcher les affaires et partir en courant. Gabriel sort de la tente avec l'arme en joue, prêt à tirer si jamais quelqu'un se montre menaçant. C'est un putain de cow-boy, Gabriel, qu'on soit d'accord. Et malheureusement, il constate que leurs affaires sont éparpillées absolument partout sur le camp. Les gars qui étaient là ont tout fouillé. Gabriel prend la direction des gens qui ont pris la fuite, ce qui l'amène près d'un petit ruisseau, et au loin, près de ce petit ruisseau, il voit une lumière scintiller. Une lumière qui ressemble à tout simplement une lanterne qui clignote. Et après quelques secondes, il voit 3 autres lumières qui clignotent. C'est là qu'il comprend que la personne en face n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes, et il décide alors de revenir en courant au campement et de dire à sa copine de tout remballer aussi vite qu'elle le peut, parce qu'il doit vite se casser de là. Mon gars, croyez-moi, pour réussir à faire tes affaires, à te lever et à décider de marcher alors qu'il fait nuit noire, que t'es en pleine forêt et que tu sais qu'il y a 4 personnes pas loin de ton campement, faut avoir des méga balls. Moi, dans ces situations-là, je fusionne avec le sac de couchage, je disparais de la surface de la terre. Bref, ils se lèvent et ils se remettent à marcher pour finir le parcours et ne plus jamais entendre parler de ces trous du cul qui rôdent autour de leur campement. Cette fois, pendant qu'il marche, Gabriel entend des voix au loin. Toutes les 10 secondes, il regarde derrière lui pour être sûr qu'ils sont pas suivis. Bref, il fait plusieurs heures de marche dans la terreur et dans l'angoisse la plus totale. Après un bon moment passé à marcher, Gabriel entend un gros bruit qui vient derrière eux. Et il voit quelqu'un qui est sorti des bois. Il fait encore nuit à ce moment-là, c'est tout juste l'aube. Et le gars reste immobile là, debout, à quelques dizaines de mètres d'eux. Et les fixe pendant quelques secondes avant de se retourner et d'aller de nouveau dans les bois. À partir de là, Gabriel et sa copine accélèrent fortement le pas. On veut finir ce parcours et ne plus entendre parler de ces gens. Et ils arrivent finalement à atteindre la fin du sentier et l'endroit où sa copine avait garé sa voiture au début du parcours, et ils ont pu sortir des bois de Virginie sans recroiser la route de ces personnes-là qui ont pillé leurs affaires. Bref, il ne sait pas qui c'était, il ne sait pas ce qu'il voulait, et il explique malheureusement que, à notre plus grande tristesse, il ne retournera pas là-bas pour obtenir des réponses. Plus
jamais il y va. On arrive donc au bout de ces 3 histoires. Putain, c'était long cette fois. Oh là là, elles étaient bien longues, mais j'adore. Des mécaniques très différentes, bien badantes. Je suis content pour une fois, il y a une personne qui a été l'inverse d'un parano, qui a été parano d'être parano et qui du coup n'a pas agi, aka Francis. Allez, vous en faites pas, personne va ouvrir la porte de votre maison ou passer par une porte-fenêtre et dormir sur votre canapé. C'était bien badant une fois de plus. Je vais encore mieux fermer mes fenêtres, moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Passez une agréable soirée et nuit. Et si vous avez regardé ça en journée, et ben vous avez bien fait, bien joué à vous. À très vite, see you. Ah, vous l'avez tant attendu celle-là. Allez, on passe sur 3 histoires d'horreur. Ça fait longtemps. Aujourd'hui 3 histoires avec des mécaniques différentes comme d'hab. Et il y en a une d'entre elles particulièrement, la dernière parce que comme ça vous regardez la vidéo jusqu'au bout et je suis bien référencé. Elle est horrible. Genre je me dis ça se trouve ça m'est arrivé, je m'en suis pas rendu compte. C'est horrible. Mais on commence avec la première qui est l'histoire de Martin. Contextualisation, Martin vit seul dans un appartement au rez-de-chaussée d'un quartier qui indique être pas ouf, pas très bien fréquenté. Appartement au rez-de-chaussée, la fenêtre de sa chambre donnait sur une ruelle et à quelques mètres de la ruelle il y avait des poubelles et souvent il y avait des homeless qui venaient faire les poubelles. Alors c'est pas une histoire sur la durée qui a duré plusieurs semaines ou quoi, non c'est un one shot. C'est ça qui m'angoisse, c'est que ça peut vraiment nous tomber sur la gueule à tous ceux qui vivent au rez-de-chaussée, pas moi je suis tranquille. Un matin, un peu avant l'aube, il fait encore nuit, Martin se réveille et il l'entend toquer à sa fenêtre. Horrible situation. Martin spécifie que quand ça toque à la fenêtre, il est dos à celle-ci, il est pas face à celle-ci et ce détail a son importance. Pourquoi? Parce que les stores de Martin étaient usés. Genre il manquait, vous savez c'est des stores exactement comme ça, où il manquait des lattes. Quand il manque une latte, oh là je viens de nous sortir de l'ambiance. Quand il manque une latte, en gros ça fait un écart, tu vois, quand même assez considérable. Ce détail a son importance puisque Martin dit que si quelqu'un a vraiment toqué à sa fenêtre, ça veut dire qu'il peut voir Martin. Donc Martin agit en conséquence. Il est trop malin. Déjà il est trop malin, c'est abusé. Il explique que le son a été bref, genre il y a eu 5 à 6 tocs à sa fenêtre. Après avoir passé plusieurs secondes à être paralysé dans son lit et à se demander ce que c'était que ça, il y a de nouveau des tocs. Et à partir de là, Martin il comprend qu'il y a quelqu'un probablement qui le regardait dormir à travers sa fenêtre et qui a décidé, on ne sait pas pourquoi, d'un coup de toquer. Clairement si c'était un pote à Martin ou quelqu'un de sa famille ou quoi, tu t'amuses pas à toquer à la fenêtre, c'est nul, tu vas juste toquer à la porte d'entrée comme tout le monde. Et à ce moment là, Martin a un très bon instinct, il se dit, faut pas que je me retourne parce que la personne qui a toqué, c'est ce qu'elle attend de moi. Que je me retourne et que je la regarde et à partir de là, je sais pas ce qui va se passer. Donc il ne se retourne pas, il est très malin, c'est ouf. Il va à la place juste s'asseoir tout doucement sur son lit, toujours dos à la fenêtre, comme s'il venait de se réveiller et qu'il avait la tête un peu dans le cul. Et il va se lever et se diriger vers sa salle de bain qui est donc en dehors de sa chambre, ce qui est totalement crédible. La plupart des gens se réveillent une ou plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes et du coup lui il va jouer ce truc là. À partir de là, il est hors de la vue du mec qui est à la fenêtre puisqu'il est hors de la chambre et il se précipite sur son téléphone pour appeler le 911, la police aux États-Unis, et il fonce vers sa porte d'entrée pour s'assurer qu'elle est bien fermée, de manière à être sûr que le gars qui a toqué à la fenêtre ne puisse pas rentrer dans l'appartement. À partir de là, Martin il comprend qu'il y a 2 possibilités, soit il reste enfermé dans son appartement et la personne n'arrive pas à entrer, soit il prend la fuite, donc il sort de son appartement et il tape le sprint de sa vie, sauf qu'il est pas sûr de courir plus vite que son assaillant. Et il a pas le temps de prendre une décision que là, méga badant, il entend la fenêtre de sa chambre s'ouvrir. Le mec a réussi à l'ouvrir. C'est terrible. Mais, énorme coup de chance, il entend son voisin du dessus, Mike, qui descend ses escaliers. Martin déverrouille sa porte d'entrée, il l'ouvre de quelques centimètres et il demande à Mike de venir l'aider, qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Il précise que Mike c'est un bonhomme, le mec il est très grand, très large, il avait entendu dire qu'il avait en plus fait des arts martiaux, etc. Donc il est assez en confiance à l'idée que Mike vienne l'aider. Mike, le gars sûr, descend, se précipite à l'arrière de l'appartement, au niveau de la fenêtre de sa chambre qui mène sur la ruelle, donc là où il y a le possible intrus, et au bout de quelques secondes, il entend un mec se faire plaquer contre un mur et se faire jeter dans des buissons. Bonne nouvelle, c'est pas Mike, c'est l'intrus. Il y avait bel et bien un mec qui avait ouvert la fenêtre et qui allait rentrer dans la chambre de Martin. Sauf que Mike est intervenu, l'a empêché d'entrer dans l'appart. Et plusieurs secondes après tout ce bordel, il y a Mike qui revient, qui lui dit: t'inquiète pas mec, tu vas pas le revoir de sitôt. La mauvaise nouvelle c'est que le mec a réussi à s'échapper et que c'était pas du tout une personne sans abri qui venait dans la ruelle pour checker s'il y avait pas des trucs à récupérer dans les poubelles ou des trucs à récupérer chez Martin. Ce qui est badant, ça veut dire que le gars il était pas là pour la survie, il était là dans un autre but, on ne sait pas lequel. Mike précise qu'il l'a vu s'enfuir du coup et monter dans une voiture de sport rouge et prendre la fuite avec cette voiture. L'après-midi, Martin a foncé vers la police pour leur expliquer ce qui venait de se passer et en fait ils lui ont dit que c'était juste un gars qu'il avait repéré quelque part et qu'il avait suivi jusqu'à son domicile dans le but de... on sait pas. On peut imaginer tout ce qu'on veut, mais je trouve quand même que quand un mec te regarde dormir à ton insu et ensuite toque et ensuite ouvre la fenêtre et rentre chez toi par effraction, il est pas méga bien intentionné. À l'heure actuelle, Martin a emménagé, il habite plus au même endroit suite à cette histoire et il sait toujours pas qui était cette personne et qu'est-ce qu'elle allait faire, voire lui faire. Donc on remercie Mike, on applaudit tous Mike et on espère tous avoir un Mike qui habite au-dessus de chez nous. Ok, voilà, mise en bouche, elle est pas mal. Ah, j'aime pas ce délire de gens qui te regardent, qui te stalk et qui veut rentrer chez toi là, putain c'est horrible. Deuxième histoire qui est différente de celle-ci. S'il y a des parents qui regardent cette vidéo qui ont des enfants ou des gens qui s'occupent d'enfants dans un centre aéré ou j'en sais rien, vous allez vraiment bader. Même moi qui suis pas très sensible normalement à ça, ça me met mal.
C'est l'histoire de Lucie, mère de 2 enfants, un fils de 5 ans et une fille de 5 ans et demi, qui décide un après-midi, comme des tas de parents partout dans le monde, d'aller au parc avec eux pour qu'ils jouent, qu'ils fassent du toboggan, qu'ils s'amusent, tout ce qu'il y a plus normal. Elle explique qu'elle doit rejoindre là-bas une amie à elle qui est venue avec sa fille. Là on parle pas d'une petite aire de jeu comme il y a dans plein de parcs partout en France, on parle d'une grosse aire de jeu avec un gros parking, à côté il y a une forêt. Bref, Lucie arrive au parc et elle retrouve sa copine. Elle explique qu'en plus de son amie il y a aussi une autre maman qu'elle a avec ses 2 enfants qu'elle connaît bien. Et la seule personne qu'elle connaît pas c'est un père de famille qu'elle a avec ses 2 enfants, une fille de 10 ans et un garçon de 12 ans. Mais il a pas du tout l'air bizarre, donc pour le moment aucun danger à signaler. Tout le monde est assis, les mamans discutent entre elles, tout le monde discute, voilà c'est bon enfant, c'est cool, bonne ambiance de famille. Les enfants s'éloignent un peu des parents, ils commencent à faire leur vie au milieu de l'aire de jeu, faire du toboggan, etc. Et le fils de Lucie veut faire de la balançoire. Sauf qu'à cet âge là pour faire de la balançoire faut être 2, faut que t'aies quelqu'un qui te pousse. Mais son fils bah y a personne pour en faire avec lui, donc il est seul tout. Lucie du coup en tant que maman extraordinaire se lève pour aller faire de la balançoire avec son fils. Et là il y a le garçon de 10 ans qui est donc le fils du mec qu'elle connaît pas, qui est au parc avec son fils et sa fille, qui vient la voir et qui lui dit mot pour mot: salut, est-ce que tu veux que je joue avec lui? Lucie trouve ça un peu bizarre au premier abord étant donné qu'il a demandé à elle et pas directement à son fils, qui est un peu bizarre. Mais elle lui dit vas-y ok, va jouer avec lui, amusez-vous bien. Il rejoint donc le fils de Lucie et il commence à faire de la balançoire avec lui et Lucie retourne se rasseoir et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour le moment Lucie elle reste un peu étonnée de ce qui vient de se passer parce qu'elle dit que le gamin il avait une voix vraiment plate, il souriait pas trop d'intonation et une fois qu'il a rejoint son fils pour jouer, il lui parlait pas, il se parlait pas du tout. Mais bon, son fils joue avec lui et passe un bon moment, donc Lucie elle est contente hein. Après plusieurs minutes, Lucie elle retourne sur le banc, donc au milieu des autres parents, et elle entend le petit garçon de 10 ans parler à son fils, donc ça y est, ils se mettent enfin à parler, donc elle se dit bon bah ok, c'est peut-être juste qu'il est timide avec les adultes. Le père de cet enfant de 10 ans se dirige vers sa voiture, ce qui le rapproche de Lucie, et elle lui dit qu'elle a trouvé ça trop mignon que son petit garçon lui ait proposé à elle de jouer avec son fils et pas directement à son fils. Sauf que le mec en face répond que c'est pas son fils. Il lui dit c'est pas du tout mon fils. Il lui dit même plus, il lui dit qu'il sait pas qui c'est, qu'il y a 20 minutes il est venu le voir et qu'il lui a proposé de jouer avec sa fille et qu'entre temps il les a suivis jusqu'au parc. Qui est ce gamin? Lucie, instinct de maman, comprend qu'il y a un truc qui va pas et que c'est très bizarre comme situation et elle regarde vers la balançoire et surprise, son fils n'est plus là. Et le petit garçon qui n'appartient à personne non plus. C'est horrible. Lucie se lève, elle confie sa fille à son ami et elle court vers la balançoire en hurlant le nom de son fils. Après avoir pas mal couru, elle les voit au niveau de l'entrée de la forêt. Sachant qu'elle précise que les arbres, donc l'entrée de la forêt, sont vraiment loin de l'aire des jeux. Son fils se retourne vers elle, commence à essayer de marcher vers elle. Et là, le petit garçon lui attrape le bras et le tire vers la forêt. Sauf que Lucie, elle explique que son fils, il aime pas du tout être poussé ou attrapé ou tiré. Et que quand ça lui arrive, il se met vraiment en colère et il devient agressif. Et elle explique que c'est le seul jour où elle a été reconnaissante de ça parce que en fait son fils du coup s'est vraiment énervé et a commencé à lui mettre des coups de tête, à le frapper pour qu'il le lâche quoi. Lucie étant maintenant plus ou moins proche des 2 garçons, le petit garçon mystérieux lâche le fils de Lucie et s'enfuit dans la forêt. Et Lucie peut enfin atteindre son fils et le prendre dans les bras et pleurer ses morts parce qu'elle a eu la peur de sa vie. Ils retournent tous les deux à l'aire de jeu, les amis de Lucie entre temps ont compris que s'était passé un truc bizarre etc. Et Lucie demande du coup à son fils pourquoi tu l'as suivi, pourquoi vous êtes allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit. Son fils lui explique alors que l'autre petit garçon voulait l'emmener aller voir Ryan. Ryan c'est une chaîne YouTube pour enfants où en gros c'est un gosse qui ouvre des jouets qui s'appelle Ryan Toy Reviews. Et c'est apparemment la chaîne YouTube préférée du fils de Lucie et il arrête pas d'en parler. Et du coup, l'autre gamin a utilisé ça pour attirer le fils de Lucie vers la forêt en lui disant hey, je sais où Ryan habite, viens, on va le voir tous les deux, c'est par là, suis-moi. Vu le jeune âge du coup et la naïveté du fils de Lucie, bah il a dit ok, let's go, vas-y, on va pouvoir jouer avec Ryan, c'est génial. Et il l'a suivi. Comme pour la première histoire, ça a fini bien, mais du coup, on ne sait pas quelles étaient les intentions de ces gens en fait. En l'occurrence, ce gamin, on sait pas du tout ce qu'il voulait, on sait pas du tout ce qu'il allait faire, on sait pas du tout si c'était juste un gamin dérangé qui agissait seul ou s'il était dans l'emprise d'un réseau de gens qui kidnappent des enfants et que ce réseau utilisait ce gamin pour attirer des enfants vers la forêt et vers eux. On sait pas, on a aucune réponse à ces questions là. Bref, mystère non élucidé et je pense un bon gros traumatisme pour Lucie qui ne laissera plus jamais son gosse avec des enfants qu'elle connaît pas ou qui ont des parents qu'elle connaît pas quoi. Bref, ça me... voilà, moi qui voulais déjà pas trop d'enfants, ça retarde de 10 ans le moment où j'en aurai. Je ne veux pas avoir ces angoisses là de daron, j'ai mes angoisses de jeune adulte, ça suffit, ok? La dernière histoire, mec, elle est horrible parce que je m'identifie pas mal à celle-là, parce que vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Alors, voici l'histoire de Mélanie. Mélanie explique qu'après avoir vécu plus de 5 ans dans son appartement, elle s'est mise à remarquer que des choses n'étaient plus à leur place chez elle quand elle rentrait du travail. On parle pas d'objets qui ont bougé, genre ah je pensais avoir mis le tournevis dans le placard et il est sur la table de la cuisine. On parle de trucs qui ont pas trop de sens. Par exemple, vous savez les fameux étuis à couteaux dans lesquels on met les couteaux de cuisine qui tranchent beaucoup. Et ben les couteaux étaient mis dans l'autre sens et du coup ils bloquaient, ils rentraient pas bien dedans. Meilleur exemple, dans son dressing, donc elle a des fringues suspendues et des fois elle rentrait et les fringues étaient suspendues dans l'autre sens. Plein de petits trucs comme ça mis bout à bout où en voyant ça elle s'est dit il y a un truc qui cloche qui est pas normal. Mais tu sais t'as pas vraiment de preuve
preuves pour appuyer ce que tu dis. Et ça pourrait très bien être juste elle qui est distraite lorsqu'elle remet par exemple sa robe dans son dressing, ou lorsqu'elle remet son couteau de cuisine dans l'étui. Et c'est là où je m'identifie beaucoup à cette histoire, c'est qu'il y a plein de moments chez soi où on fait des trucs par automatisme. Typiquement, ranger sa veste dans son dressing, on le fait complètement par automatisme, vu que c'est la 500e fois qu'on le fait. Ranger un couteau à un endroit, pareil, enfin tout ce genre d'actions qu'on fait toute la semaine, tous les jours, on finit par les faire vraiment automatiquement. Et du coup, tu te souviens même pas de quand tu l'as fait, mais tu sais que tu l'as fait. Et donc là, elle se dit, bon bah ça se trouve, c'est moi quand j'étais passé en mode automatique et que j'ai rangé mon truc, je l'ai mis dans le mauvais sens et je m'en suis pas rendu compte. Ça peut arriver. Et ça m'arrive moi par exemple tout le temps. Elle explique qu'après plusieurs mois de trucs déplacés au hasard comme ça, de petits détails qui font qu'elle a ce sentiment bizarre et qu'elle se sent pas bien, qu'elle devient un petit peu parano, les choses ont arrêté de bouger d'un coup. Mais ça, c'était 2 semaines avant qu'elle écrive son histoire. Entre temps, il s'est passé pas mal de choses. Ça peut vous paraître débile ce qu'elle dit, mais moi je comprends un peu. Quand elle rentrait chez elle, son chat, il lui miaulait dessus vénère. Un chat, c'est vraiment pas con. Comme pour lui indiquer qu'un truc s'était passé et qui était un peu anormal. Et ça attire son attention. Elle se dit, tiens, c'est inhabituel. Les jours passent et un jour, Mélanie, elle rentre chez elle et elle trouve une paire de chaussettes par terre qui ne lui appartient pas. Je précise que Mélanie ne vit pas avec son mec. Le lendemain soir, son petit ami vient dormir chez elle et elle lui montre la paire de chaussettes en lui disant, hey, ça est sûrement à toi, t'as dû les oublier la dernière fois. Et son petit ami lui dit, non, non, c'est vraiment pas à moi. Badant. À partir de là, Mélanie et son copain comprennent qu'il y a possiblement quelqu'un qui a les clés ou qui a accès en tout cas à l'appartement de Mélanie et qui va chez elle. Et enfin, le dernier truc qui a été le déclic, où là ils ont décidé d'agir, Mélanie et son copain. Ça s'est produit la veille au soir du moment où elle écrit ce texte et elle explique qu'elle est allée dîner avec son copain. Après dîner, ils sont dirigés vers chez elle pour finir la soirée. Et en arrivant devant chez elle, elle a mis sa clé dans sa porte pour la déverrouiller. Et surprise, la porte était pas verrouillée. Ça peut vous paraître anecdotique, sauf que Mélanie explique qu'elle a un toc avec ça. Et moi je connais des gens qui ont le même toc, où en fait à chaque fois qu'elle part de chez elle, elle verrouille la porte et elle vérifie 3-4 fois qu'elle a bien verrouillé la porte de chez elle. Tous ceux qui connaissent Mélanie savent qu'elle a ce toc là, puisqu'elle le fait même avec ses amis. Genre quand elle va chez un ami et qu'il part de chez lui, elle vérifie 3-4 fois que son ami a bien fermé la porte de chez lui à double tour. Donc c'est un vrai toc vénère. Et là, le fait qu'elle rentre et que la porte soit pas fermée à clé, elle a tout de suite compris que quelqu'un était venu. Voilà, c'est impossible que ce soit un oubli. Il y a quelqu'un qui est venu chez elle, elle en est maintenant persuadée. Son copain qui la connaît bien comprend aussi la situation et comprend lui aussi que quelqu'un est venu chez sa meuf. Ils se précipitent alors tous les deux dans la maison pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui est encore là, pour voir s'il n'y a pas des objets qui ont bougé de place. Et là son mec se met à vérifier les ouvertures, donc les fenêtres, la porte coulissante, tout ça. Et bingo, il y a une porte coulissante dans le salon et elle est ouverte. Sauf que Mélanie ne laisse jamais cette porte ouverte. Ça confirme alors tout ce qu'elle pensait à propos des objets qui bougent de place chez elle, qu'elle est pas folle. Bref, quelqu'un est venu chez elle et elle veut savoir qui. Ce que je viens de vous raconter là, le truc de la porte d'entrée, ça s'est passé la veille au moment où elle écrit ce texte. Quoi qu'il en soit, elle explique que du coup elle a commandé des caméras de sécurité qu'elle va mettre chez elle et qu'elle hésite à appeler la police et elle demande aux gens des conseils en fait, de lui dire putain qu'est-ce que je dois faire quoi. C'est assez intéressant parce que pour celui-là j'ai beaucoup lu l'espace commentaire et il y a pas mal de gens qui lui ont dit mais change tout de suite ta serrure, n'hésite pas, fonce, ça prend une journée et let's go, tu vois, tu seras beaucoup plus en sécurité dans ta tête et en vrai. Sauf que Mélanie elle est locataire et que pour changer sa serrure elle doit appeler son proprio et que du coup ça va mettre beaucoup plus de temps qu'une journée. Et en commentaire il y a une réponse vachement intéressante d'une fille qui explique qu'il lui arrivait exactement la même chose il y a 16 ans. Elle avait un appartement pareil, elle était en location, elle était pas propriétaire et elle remarquait tout le temps quand elle rentrait chez elle que des objets avaient bougé, elle retrouvait des fringues par terre, elle retrouvait son make-up pas rangé comme elle le rangeait. Et donc cette fille dans le commentaire explique que l'élément déclencheur qu'elle a eu, cette personne là, elle sur son bureau range ses papiers d'une manière très précise, c'est un truc qu'elle fait depuis des années, c'est un toc qu'elle a, ça l'aide à se sentir bien, elle le fait tac tac tac. Un jour elle est rentrée, il y avait 2 papiers qui étaient pas au bon endroit et c'est là où elle a vraiment compris, elle s'est dit c'est impossible que ça vienne de moi, il y a forcément quelqu'un qui vient. Sauf que là on a la suite de l'histoire parce que c'était il y a 16 ans, la meuf a installé des caméras de sécurité chez elle et bingo les jours passent et en fait elle découvre un jour dans les rushs des caméras que c'est la propriétaire de son appart qui vient chez elle et qui essaie des tenues à elle, qui se maquille avec son make-up, qui utilise ses affaires etc. Et c'est absolument horrible, horrible. Elle est donc allée voir la police avec ces images, sauf qu'entre temps la propriétaire a vu les caméras et donc elle savait qu'elle s'était fait griller et du coup elle a entamé des démarches contre cette locataire pour la faire virer, pour pas qu'elle se retrouve elle dans la merde devant le tribunal parce que ce qu'elle fait c'est parfaitement illégal et horrible. Voilà, ça me fait bader parce que maintenant quand je vais arriver chez moi et qu'il y a un truc qui sera pas à l'endroit où je pense l'avoir mis, je vais me dire attends mais regarde Mélanie ce qui lui est arrivé, ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et je suis en train de me convaincre que c'est moi qui ai dû le faire en mode étourdi, qui ai dû le mettre ailleurs, mais ça se trouve je l'avais vraiment pas mis là et quelqu'un est venu chez moi. Allez, c'est la fin de cette vidéo. 3 histoires d'horreur, j'espère qu'elle vous a plu, ça faisait un petit moment, je les trouve vraiment chouettes ces histoires là. Ne soyez pas parano. Si vous pensez que vos affaires ont bougé quand vous rentrez chez vous, c'est probablement vous en réalité qui les avez mis à un autre endroit et qui êtes convaincu de l'avoir mis à l'endroit habituel. Je vous dis à bientôt, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai raconté ça comme il faut, j'espère que tout est clair et n'hésitez pas à débattre sur tout ça dans les commentaires et à pourquoi pas raconter des trucs qui vous sont arrivés dans le même genre. N'inventez rien. Profitons de ces vidéos là pour que l'espace commentaire devienne un espace où tout le monde raconte un peu ses expériences du genre. Voilà, je vous dis à bientôt, voilà, boîte à me, drop the me. Yes.
Les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire sacrément sympathique. Je viens de me lever, c'est vous dire à quel point elle est sympathique. J'ai très mal au coude. Il y a 7 mois... Oh, j'ai envie d'être debout. Je pars en couille. Il y a 7 mois sur Twitter, un utilisateur a fait le buzz avec un thread qui comporte à l'heure actuelle plus de 400 tweets. Oui, laissez-moi vous donner son nom. Adam Ellis. Tout a commencé le 7 août dernier lorsque Adam Ellis, je vais m'asseoir, c'est horrible, a publié le tweet suivant. Bon, mon appartement est actuellement hanté par le fantôme d'un enfant mort et il essaye de me tuer. Je vais tourner toutes mes vidéos comme ça, ce plan est génial. À ce moment précis, le cerveau des humains qui ont lu ce tweet a fait un looping dans la boîte crânienne pour de vrai, hein, exactement comme ça. Parce que le paranormal, c'est un truc passionnant, on y croit pas, mais on a tous envie d'y croire quand même. Le même jour, il publie un deuxième tweet qui dit: il a commencé à apparaître dans mes rêves, mais je pense qu'il est maintenant passé dans le monde réel. Oh, ça commence si bien. En 2 tweets, tout le monde veut savoir la suite. C'est incroyable, le gars il est trop fort. Il nous dit que la première fois qu'il a vu cet enfant, c'était lors d'une paralysie du sommeil, ce genre de truc qu'on peut avoir la nuit et qui fait bien bader, comme les terreurs nocturnes aussi, c'est terrifiant, c'est horrible. Il était en paralysie du sommeil et il a vu un enfant assis dans la chaise qui se trouvait au pied de son lit. Quoi de mieux pour commencer à vivre un enfer que cette situation? Je ne sais pas. Il dessine des BD, ce gars, des straphs, il en publie d'ailleurs, il publie des pages sur Instagram. Il nous donne ensuite une info importante sur le physique de cet enfant, à savoir il lui manquait une partie du crâne, une grosse déformation d'un côté du crâne. Pour notre plus grand plaisir, du coup on a pu voir en moindre détail la tête de cet enfant ignoble. L'enfant le fixait lorsque d'un coup, il s'est levé et il s'est rapproché du bord du lit. Et juste avant qu'il atteigne le bord du lit, notre ami Adam s'est réveillé en hurlant ses grands morts. Et on aurait fait la même, alors le jugez pas, ok? Quelques nuits plus tard, Adam refait un rêve dans lequel il est dans une librairie, il y a une fille qui lui dit: hey, vous avez rencontré Dear David? Ce à quoi il répond: qui ça? Il est mort, il apparaît seulement à minuit et vous pouvez lui poser 2 questions si vous commencez par Dear David, qui veut dire cher David, mais n'osez jamais lui poser une 3e question ou il vous tuera. Alors là on connaît bien le coup du minuit, gna gna gna, dame blanche, dame blanche, dame blanche, gna gna. Wow! Sachez-le, toutes les histoires qui commencent par à minuit pile sont fausses, elles sont toutes fausses. Je l'ai fait moi, Dame Blanche, ok? J'étais en sueur de mon pyjama, mec, j'ai failli me pisser dessus, il s'est rien passé. Après peut-être mon charisme imposant a fait fuir Dame Blanche, faut dire ce qui est bon. Là notre cher Adam nous dit qu'il se chie dessus, qu'avoir 2 rêves qui partent de la même chose, effectivement c'est assez flippant. C'est sûrement arrivé déjà à pas mal de gens d'entre vous quand t'as des cauchemars qui sont reliés les uns aux autres, qui se suivent alors que c'est pas la même nuit. Ça fait vraiment flipper parce qu'on a l'impression que c'est très réel. Il nous dit ensuite que plusieurs semaines sont passées sans qu'il ait de nouvelles de David. Oh, c'est pas plus mal hein, vu sa gueule, je suis désolé, personne n'a envie de revoir cette personne, bon. Jusqu'à un jour où David apparaît de nouveau dans un rêve de Adam. Dans la même situation, le putain de David est assis dans la chaise au pied de son lit et il fixe Adam. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ce genre de rêve, mais moi j'ai des potes qui ont déjà fait ce genre de rêve où il y a un truc au bout de leur lit qui les fixe. Et moi-même quand j'étais petit j'ai fait ce genre de rêve, donc rien d'alarmant pour le moment. C'est alors qu'Adam se souvient de ce que la fille de la librairie lui avait dit et il lui demande alors: Dear David, comment es-tu mort? David répond alors: un accident dans un magasin. Qu'est-ce qui s'est passé dans le magasin? Quelqu'un a poussé une étagère sur ma tête. Ouais, je lui invente une voix, ouais. Adam se chie dessus dans son lit et il lui demande: qui a poussé l'étagère? Adam, t'es con ou quoi? Elle t'a dit la meuf de la librairie, 2 pas 3, et toi t'en poses 3, il est con. David ne répond pas. Adam réalise qu'il venait de lui poser une 3e question, ce qu'il n'était pas censé faire. Il se réveille alors complètement terrorisé. Eh franchement, on a envie d'y croire à cette histoire, c'est génial. À partir de là, Adam il a un bon réflexe, il veut savoir si c'est la réalité ou pas cette histoire, donc il va enquêter sur Google. Il va chercher des trucs à propos d'un enfant qui serait mort dans un accident dans un magasin. Et Adam déménage dans l'appartement qui est juste au-dessus du sien parce qu'il est plus grand que le sien et il y a personne dedans, donc il se dit putain le bon move, j'y vais. À partir de là, il y a 2 mois qui passent sans aucune nouvelle de notre très cher David et son morceau de crâne en moins. Donc Adam se dit qu'en fait en déménageant, David il a pas réussi à retrouver Adam. Alors qu'il fallait juste qu'il regarde à l'étage d'au-dessus, ça me paraît bizarre quand même. Ah mais c'est parce qu'il lui manque un morceau de crâne. Il est moins malin du coup. Pardon, excusez-moi, je nique le suspense. Mais j'adore faire des blagues pour désamorcer parce qu'au fond là j'ai très peur. J'ai pas envie de voir David dans mes rêves cette nuit vraiment. Et là, il se passe un truc bizarre. Pendant 4 nuits d'affilée, les 2 chats de Adam se mettent devant sa porte d'entrée et regardent quelque chose en dessous, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Il est gentil, nous partage même une petite vidéo de cette situation qui est un peu glauque quand même. Il est donc quasi sûr que David a réussi à le retrouver. Il lui aura fallu des mois pour juste monter des marches. David quand même fait un effort. Et à partir de là, Adam ne donne plus de nouvelles pendant 48 heures. Mais oui, on continue. Adam n'ayant pas le courage d'ouvrir la porte, il a raison. Moi j'appelle la police immédiatement. Adam décide de prendre 2 photos, l'une à travers l'œillère de la porte et l'autre après avoir ouvert la porte. Et en regardant ces 2 photos, il a l'impression de voir sur celle à travers l'œillère quelque chose. Et effectivement, Adam, il y a un peu de poussière sur ton œillère, tu devrais la nettoyer légèrement. À partir de là, Adam, il reverrouille sa porte à balles, il saute dans son lit, il se chie dessus, il a raison. Et il publie une photo de son chat qui attend toujours devant cette porte d'entrée. Et
j'avoue qu'à sa place, j'aurais peur. En plus, j'ai des animaux, vous savez, tous ceux qui ont des chats là. Vous savez que des fois, nos chats, ils font des faces bizarres. Et on se dit, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. T'imagines là, quand il fait ça, ton chat? C'est horrible. Et c'est là où ça devient glauque, je trouve, c'est que Adam, il commence à s'habituer à ça. Et il publie régulièrement des photos de ses chats qui sont devant sa porte d'entrée. Et ça arrive tout le temps vers le milieu de la nuit. Il publie une autre vidéo, il dit, voilà, comme d'hab, quelques minutes avant minuit, comme à chaque fois. Genre, ça devient normal, quoi. Les objets, ils pourraient bouger, il ferait, ouais, c'est normal, un fantôme. Et c'est là où ça devient flippant, c'est quand ce qui n'est pas normal devient normal pour le mec parce qu'il se rend plus compte du truc. Là, Adam fait alors un move désespéré, il met du putain de sel devant sa porte d'entrée, en mode ça éloigne les mauvais esprits. Quelques jours plus tard, Adam, il a une trop bonne idée. Il télécharge une application qui, dès qu'il y a du son, ça enregistre. Voilà, je peux pas mieux l'expliquer. Le matin, il se lève et il voit que dans l'application, il y a 33 enregistrements. Ce qui veut dire que dans la nuit, il y a eu 33 fois du bruit chez lui. Il nous dit que la plupart d'entre eux sont vagues, il y en a quelques-uns, c'est aussi le bruit des voitures qui passent. Mais il y en a 3 qui ont marqué son attention. Rien d'alarmant le deuxième. Ok, un petit bruit électrique, ça peut arriver aussi. Bon, avec toute l'électronique qu'on a chez nous, c'est totalement envisageable. Et un autre boom. Rien de ouf, je vous invite à ne pas télécharger ce genre d'application parce que vous allez devenir parano. Il y a vraiment beaucoup de bruit la nuit, surtout si vous avez des animaux chez vous. Faut pas être parano, c'est normal. Moi, des fois, mec, il y a des trucs qui tombent, ça fait v'là du bruit. C'est toujours soit Natsu, soit mes chats. Ce qui est dur dans cette situation, c'est de ne pas devenir parano. C'est très important. Adam part en week-end pour se vider un peu la tête, loin de David, il a bien raison. Il achète là-bas un Polaroid pour prendre des petites photos souvenirs de ses vacances et en rentrant, il décide de faire un tour de son appartement avec cet appareil. Il nous montre les photos, il dit voilà ma porte d'entrée, mon joli mur jaune, de l'autre côté mon lit avec la fameuse chaise verte qu'aime bien David. Puis il décide d'ouvrir sa porte d'entrée et de prendre une photo et la photo apparaît complètement noire. Adam, peut-être fallait-il allumer la lumière. Ça ne prend pas de photo dans le noir, c'est pas ton iPhone. Et puis là, les trucs étranges s'enchaînent. Le fameux son électrique qu'on a écouté tout à l'heure, il apparaît toutes les nuits autour de 3 heures. Sauf qu'au lieu de durer 20 secondes, il dure 5 minutes maintenant à chaque fois. Un matin, il se réveille avec l'impression que tout son appartement tremble, comme un petit tremblement de terre. Bref, là, Adam, il commence vraiment à être mal. Tout le monde lui dit, mec, quitte l'endroit, arrête tout, arrête tes conneries. Sauf qu'Adam, il se dit, bah ouais, mais le truc va peut-être me suivre, ça sert à rien. Adam nous dit le 22 août que le vendredi soir, il s'est endormi très tôt. Il était très crevé, sans aucune raison apparente. Il a alors rêvé de David qui le prenait par le bras et l'emmenait dans un vieil entrepôt abandonné. Au réveil, il comprenait pas trop pourquoi il avait pas eu peur de David et pourquoi David avait réussi à l'emmener là-bas alors que ça fait des jours qu'Adam il a peur de lui. Mais il se dit bon, ça reste un rêve, tout est possible dans un rêve, on s'en fout. Et là, il va se doucher et qu'est-ce qu'il voit sur son bras? Il voit une trace rouge. Et ça, cette mécanique-là, elle est utilisée dans beaucoup de films d'horreur. Tu rêves d'un truc, il y a un contact physique dans le rêve et au réveil, il y a une trace de ce contact physique qui t'indique qu'il y a donc vraiment eu un truc dans le monde réel. Adam part bientôt en vacances au Japon, il décide alors d'acheter une caméra à mettre chez lui pour qu'il puisse checker à distance s'il se passe des trucs bizarres. Il y a une application qui est reliée à cette caméra et ça lui enverra une notification s'il y a du mouvement ou du bruit chez lui. Il y a soit des notifications lui disant qu'il y a eu du mouvement, dès qu'il regarde c'est ses chats qui passent devant. C'est l'horreur ces caméras, l'achetez pas quoi. Autant jamais le savoir quoi. Mais à un moment ses chats ne passent pas devant. Alors il regarde la vidéo, il la re-regarde et regardez bien la chaise. Plus tard, pareil, il reçoit une notification de sa caméra, c'est une vidéo de ses chats, il la regarde quand même, et il voit son chat sauter sur un truc invisible. Alors, autant les autres trucs, tu fais waouh, autant là, mec, vraiment les chats, ils voient des choses quoi. Je te jure, ils voient des choses. Leur cerveau leur envoie un signal d'un truc qui n'existe pas, en disant, regarde, il y a un truc là, alors qu'il n'y a rien. Mais la vidéo d'après est flippante, puisque c'est son putain de chat, debout sur son canapé, qui regarde dans le vide. Mec, là, j'avoue, c'est un peu rare. Il rentre chez lui, il retrouve ses chats, et là, ça part en couille sa mère. Il entend du bruit venir de l'autre côté de sa putain de porte. Il reprend une photo dans l'œillère et cette fois il voit ça, ce qui pense être une oreille avec juste à côté un œil. Oh putain de sa mère. Il se passe pas mal de trucs et là Adam rêve de David et c'est exactement comme la première fois où il est arrivé de lui. Il est assis dans cette chaise en face de lui, il le fixe, il sait que c'est un rêve mais il décide de prendre son téléphone qui est dans le lit avec lui et de prendre des photos. Il a fait ça parce que dans la panique il s'est dit ça y est, David il va me buter, je veux qu'il y ait des preuves dans mon téléphone, que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Cette fois David l'atteint, il met son visage juste au-dessus du sien, ses yeux deviennent blancs, il dit un truc incompréhensible, puis il est debout sur le lit de Adam. Et Adam se réveille dans la panique sa mère et il n'y a aucune trace de David. Adam en se réveillant va au travail et à un moment il se souvient du rêve, il se souvient qu'il a pris des photos cette fois dans le rêve et il décide d'aller voir dans la pellicule de son téléphone. Et là... God damn it! Il existe ce fils de pute! Les amis, c'est la fin de
de l'histoire de Adam et de Dear David. On sait toujours pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais on pense que c'est une histoire créée de toutes pièces. Et c'est pas plus mal parce que franchement l'histoire elle est chambée. Pour une fois on n'a pas envie de niquer le mec parce qu'il a fait un fake. Au contraire, juste de lui dire mec c'est trop bien, peu importe que ce soit fake ou pas. On sait qu'il est illustrateur et cartooniste, donc il sait créer des histoires, il a l'habitude de ça. Il s'agit là d'un bon gros coup de com pour lui. En tout cas ça a marché, ça a fait un buzz total et je trouve que c'est tellement bien géré. Et en plus quand moi là je vous fais le débrief après coup, mais quand tu suis l'histoire en direct c'est fantastique. Bref voilà, j'avais juste envie de vous raconter cette petite histoire. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et peut-être que s'il y a d'autres histoires comme ça un jour qui voient le jour, des creepypastas de ce genre là sur le net, et ben je vous ferai les vidéos mais en direct pendant que ça se passe. J'espère que vous allez passer une très bonne nuit. Et si vous venez de mater cette vidéo avant de dormir, bonne chance. Poussez toute chaise se trouvant au bout de votre lit, allez la foutre dans la chambre de votre petite soeur ou petit frère. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé et gros bisous. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un thread d'horreur. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai aucune excuse, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui 3 histoires d'horreur comme d'habitude. On commence avec une assez longue, puis une moyenne courte, puis une longue. Nous allons frissonner tous ensemble. Moi je vous avoue en ce moment je suis très d'humeur à rester chez moi. Du coup là je raconte des histoires qui se passent un peu dehors. Comme ça je deviens pas parano chez moi. Mais il y en a quand même une qui se passe chez quelqu'un et qui est un peu badante. On commence avec l'histoire d'Alexandre. Alexandre quand il raconte son histoire, ça lui est arrivé que quelques heures plus tôt. C'est un habitude du subreddit Let's Not Meet, subreddit sur lequel je pioche ses histoires. Et il lui est arrivé un truc vraiment flippant et du coup en rentrant il s'est dit putain je vais pouvoir prendre partie à ce subreddit enfin. Malheureusement aujourd'hui Alexandre a fini le travail plus tôt et du coup il a donc décidé d'aller faire un petit footing. Il est parti courir vers 16h30 et ses itinéraires de footing habituels passent à travers de nombreuses routes. Vu l'heure et tous les gens qui rentrent du travail, il s'est dit que ce serait pas très pratique, donc il a décidé de prendre un autre itinéraire. Cet autre itinéraire le fait passer à travers des bois, tout ce qu'il y a de plus classique pour faire un footing finalement, et le chemin le fait arriver proche des restes d'une usine. Et cette usine là, son escalier est intact, c'est un escalier de secours en métal. Et sur l'une des marches en métal se trouve un mec assis. À la vue d'Alex, ce mec aussitôt se lève et lui crie quelque chose. Il comprend qu'il est peut-être dans une entourloupe, mais ça l'inquiète pas plus que ça puisqu'il y a une clôture entre lui et ce mec et que donc dans le pire des cas, il va reprendre son footing et tailler son meilleur sprint et il va rien lui arriver. Alex continue son footing et arrive au niveau de ce mec qui lui dit « Attendez s'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon téléphone. » Téléphone qu'il aurait apparemment laissé tomber quelque part à proximité. Il demande alors à Alex d'appeler son numéro pour que la sonnerie du téléphone les aide à le localiser. Alex à ce moment-là, il est un peu pris au piège parce qu'il est en plein footing et vous savez, il a la sacoche en plastique sur le bras dans laquelle se trouve son téléphone. Il peut pas prétexter ne pas avoir de téléphone puisqu'il est accroché à son bras. Alex commence à taper le numéro sur son téléphone et il a même pas le temps de finir le numéro que la personne en face de lui dit « Ça y est, je l'entends, allez viens m'aider à le chercher ». Alex reste sans voix, il comprend pas, il se dit mais j'ai pas fini de taper le numéro, il peut pas l'entendre son téléphone, puisqu'il sonne pas. Il s'apprête à lui dire lorsque soudainement il aperçoit un deuxième homme, à quelques mètres à droite d'Alex, derrière une section de mur. Ce deuxième homme regarde Alex et lui dit les gars, le téléphone est à côté de moi, je l'entends, il est très près de moi. Et il fait alors signe à Alex de passer dans un trou de la clôture pour venir les aider. C'est-à-dire que depuis le début, Alex qui se sentait tant en sécurité grâce à cette putain de clôture ne l'était en fait absolument pas. Les deux gars vont alors demander à Alex plusieurs fois de les rejoindre de l'autre côté et de les aider, en insistant bien sur le fait qu'ils entendent le téléphone sonner et qu'il est tout prêt. Alex est dans l'hésitation, il sait pas quoi faire et il entend le deuxième type dire à son ami « Il va pas tomber dans le panneau ». Et cette phrase il l'a dit à voix basse pensant qu'Alex ne l'entendrait pas, sauf qu'ils sont au milieu d'une forêt et qu'il n'y a aucun bruit. Et c'est là que le premier gars commence à s'énerver. Il se met à frapper contre un arbre et dit à Alex de se bouger le cul parce qu'il a vraiment besoin de ce téléphone et que toute sa vie se trouve dans ce téléphone. Et face à la colère de ce premier homme, Alex constate autre chose, c'est que le deuxième homme a disparu. Il ne sait pas où il est. Alex balaye tout ce qu'il a devant lui des yeux dans le but de retrouver le deuxième individu qui est potentiellement une menace aussi pour Alex, et il voit que le deuxième homme est en fait en train de passer dans le trou de la clôture. La situation est en train de dégénérer, Alex le comprend parfaitement et il décide de taper son meilleur sprint. Après 20 secondes de sprint, Alex décide de regarder par-dessus son épaule pour voir s'il est suivi ou pas. Et bonne nouvelle, ils le poursuivent pas. Ils sont tous les deux debout de l'autre côté de la clôture au milieu du chemin, immobiles à regarder Alex partir en courant. Alex a continué de sprinter jusqu'à chez lui et il a bel et bien compris que s'il avait rejoint les deux hommes de l'autre côté de la clôture pour les aider, il aurait été sacrément dans la merde. Voilà, et c'est la fin de l'histoire d'Alex. Celle-là elle est pour tous ceux qui font du jogging là comme des beaux gosses dans la forêt. Ah, attention à vous. C'est horrible parce que c'est vraiment ce truc d'embuscade où il y a des gens qui font semblant d'être dans le besoin et qui te pressurisent genre vite vite, agis vite, viens vite de notre côté et aide-nous. Et souvent sur le moment t'es un peu choqué que des gars soient dans le besoin et tu peux facilement te rapprocher d'eux et baisser ta garde et te retrouver mal. Donc voilà Alex, tu as eu un très bon flair ce jour-là, bravo à toi. Il est temps de passer à l'histoire de Carl et cette histoire elle se passe
dans son appartement. À l'époque, Carl vit seul dans un petit appartement et tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'il notifie des trucs qui disparaissent ou qui changent de place. Il ouvre le placard de sa cuisine et les gâteaux ne sont pas au même endroit que la veille. Il rentre du travail en fin de journée, il se rend dans son salon et les coussins sont désordonnés. Vous savez, c'est le genre de truc où vous et moi ça nous arrive et en fait c'est juste nous qui avons bougé de place les trucs et on s'en souvient pas. Mais Carl lui s'allumait la puce à l'oreille et il se met à se méfier de son propre appartement. Pour lui, il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Tout cela nous amène à cette fameuse nuit où Carl se réveille à 1 h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar même s'il s'en souvient pas et il décide d'aller prendre une douche parce que là il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain et il pose son téléphone sur le lavabo et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger. Comme il vit seul, il la ferme jamais et encore moins à clé et surtout il a pas d'animaux. Donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche. Et là Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain, le reflet de son téléphone qui, souvenez-vous, se trouve sur son lavabo. Et dans le reflet de son téléphone, il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Et là Carl, il fait un truc de beau gosse, il garde son sang-froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là dans sa salle de bain, mais il va faire comme si de rien n'était. Il va pas crier, il va pas s'agiter, il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai, il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl, il y a un truc relou dans son appart mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très haute en température. Quelques secondes plus tard, il y a beaucoup de vapeur dans la douche et surtout Carl a mal aux pieds puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne, qui vient de se faire ébouillanter, hurle de douleur et Carl décide de la frapper au visage avec la paume de douche et de courir hors de sa salle de bain avant de fermer à clé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Il vient de réussir à enfermer l'intrus dans sa propre salle de bain. Il appelle alors la police et le temps qu'elle se rende sur les lieux, il décide d'aller dans sa cuisine pour s'armer d'un couteau au cas où la porte céderait sous les coups de l'intrus et qu'il aurait à se défendre. Et mauvaise surprise, en arrivant dans sa cuisine, son gros couteau de cuisine n'est plus à son emplacement. Et Carl comprend immédiatement qu'il est très probablement en ce moment même dans la salle de bain entre les mains de l'intrus. La police arrive alors sur les lieux et arrête cette femme qui était toujours enfermée dans la salle de bain et il se trouve que c'était l'ancienne locataire de l'appartement. En fait, elle s'était faite virer de l'appartement après ne pas avoir payé le loyer pendant plusieurs mois, sauf qu'elle avait fait un double des clés et qu'elle avait donc toujours depuis plusieurs mois accès à l'appartement de Carl. Et elle s'y rendait régulièrement sur les heures de travail de Carl pour manger, se doucher, etc. Et ce qui a fait vraiment bader Carl, c'est que la police a bel et bien retrouvé son gros couteau de cuisine dans la salle de bain et que les choses auraient donc pu vraiment mal tourner s'il n'avait pas de l'eau qui montait à une très haute température et un verrou qui peut se fermer de l'extérieur de la salle de bain. Bref, on va tous installer des serrures à clé suite à cette histoire. Et je dois vous dire un truc, moi par exemple, il n'y a aucun verrou chez moi à part aux toilettes et ça se ferme que de l'intérieur. Donc s'il m'arrive ça, je suis complètement zub. Le couteau, il transperce mon corps tôt ou tard, c'est sûr. J'adore cette histoire parce que, bon, déjà, elle finit bien, il n'y a rien arrivé à Carl. Et surtout, il lui est arrivé ce qui se passe dans plein de films d'horreur. Quelqu'un de mal intentionné rentre dans la salle de bain. Et comme l'eau coule, le personnage principal n'entend pas l'intrus entrer dans la salle de bain. Enfin bref, il a vraiment vécu un truc de film d'horreur, je trouve ça fou. Messieurs, dames, il est temps de passer à la dernière histoire, et c'est celle d'Allison. Allison est de retour dans la maison familiale pour la première fois depuis 1 an, puisqu'elle vient de finir sa première année d'université. Elle y retourne pour y passer les grandes vacances, et elle explique que cette maison familiale, elle n'est pas située en ville, elle est située bien plus loin, et c'est vraiment le cliché de la maison en pleine forêt. Genre, cette maison est entourée de forêts denses. Près de la maison familiale, il y a un petit sentier herbeux, du long duquel découle un ruisseau, et si on suit ce ruisseau, on tombe sur la grande rivière. C'est une longue marche de plusieurs heures, mais qu'elle faisait souvent quand elle était enfant. Allison précise que dans cette forêt, c'est très simple de se perdre. Elle est très dense et surtout le terrain n'est pas du tout droit. Il y a beaucoup de montées et de descentes. Bref, cet été-là, Allison a décidé de refaire la sortie qu'elle a fait tant de fois quand elle était plus jeune, à 2 reprises. La première fois, elle est partie le matin. Elle a atteint le ruisseau au bout d'environ 1 heure. Arrivée au ruisseau, elle décide de tremper ses mains dans l'eau. Et c'est là qu'au loin, elle entend une cloche. Il faut savoir que lors de cette sortie typique qu'elle a fait des centaines de fois au cours de sa vie, Allison n'a jamais croisé ni vu personne. En marchant, elle réfléchit et elle se rend compte que ça peut pas être une cloche accrochée à un animal puisque le bruit de la cloche est beaucoup trop fort. Elle continue tout de même à marcher en direction du bruit de la cloche, mais après 5 minutes, il n'y a plus aucun bruit de cloche. Elle comprend que la théorie la plus probable c'est que ce soit un humain qui fasse sonner cette cloche, mais elle a pas trop envie d'y penser et elle refuse d'y croire. Après plusieurs dizaines de minutes de marche, elle tombe sur un blaireau mort.
Et c'était assez récent puisque le corps était assez frais, il n'y avait pas d'odeur nauséabonde. Allison continue son chemin, elle atteint sa destination, chez elle, et il n'y a rien d'autre d'étrange à noter. Une semaine plus tard, c'est le moment où Allison fait cette deuxième sortie. Et malheureusement, ça va aussi être sa dernière. Cette fois, elle part pas le matin, elle part à 18 h. Elle atteint le ruisseau, et cette fois-ci, elle va pas continuer son chemin jusqu'à atteindre la rivière, comme à chaque fois, elle va tout de suite faire demi-tour parce qu'il pleut à torrent. Et en plus, il est tard. Le soleil se couche à 21 h, elle a pas envie de rentrer de nuit, donc elle écourte sa sortie. Allison, qui marche à toute vitesse, atteint la partie la plus claire et la plus ouverte de la forêt, et elle tombe nez à nez sur quelque chose accroché à une branche. Quelque chose dont se dégage une odeur terrible. Et ce quelque chose, c'est le corps en décomposition du blaireau. Elle comprend donc que quelqu'un connaît le chemin qu'elle emprunte et qu'il a mis ce corps de blaireau à cet endroit-là dans le but qu'elle tombe dessus. Elle se met alors à regarder autour d'elle et à devenir un peu parano. Elle se demande si les branches qui craquent autour d'elle ne sont pas des animaux mais une personne qui la suit. Si quelqu'un est là depuis le début au loin et la traque, et elle décide alors de courir. Elle court et s'éloigne du ruisseau lorsque d'un coup elle entend la cloche. Pendant qu'elle court, elle appelle son père, elle lui dit qu'elle est persuadée que quelqu'un se trouve dans la forêt avec elle et qu'elle a un très mauvais pressentiment. Il fait nuit, il pleut à torrent, le bruit des gouttes d'eau qui frappent sur les feuilles et les arbres aux alentours l'empêche de distinguer les sons, mais elle en est convaincue, quelqu'un est très proche d'elle. Allison est à bout de souffle, ça fait plusieurs minutes qu'elle sprint, elle décide alors de se remettre à marcher vite. Et c'est là qu'elle va pour la première fois distinguer des bruits. Et ces bruits, c'est des bruits de pas. Ces bruits de pas viennent d'un peu plus bas dans la forêt. Et rapidement après, elle entend de nouveau un son de cloche, qui vient du même endroit que ces bruits de pas. Allison arrête de marcher, elle est pétrifiée et elle décide de regarder par-dessus son épaule. Et elle va enfin voir ce qui se trouve dans cette forêt avec elle. Elle distingue au bout du chemin un homme légèrement accroupi qui marche vers elle tout en secouant devant lui cette fameuse cloche. Allison comprend que depuis le début, elle n'est pas en train de se faire des idées, elle n'est pas la bienvenue sur ce chemin et quelqu'un veut lui faire comprendre. Elle se remet alors à sprinter de toutes ses forces, tout en hurlant qu'elle est au téléphone avec la police et qu'ils sont en route. Allison explique qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que quelque chose de terrible va lui arriver, que l'homme court plus vite qu'elle, qu'il se rapproche d'elle et qu'elle n'aura pas eu le temps de retrouver son père avant qu'il l'atteigne. Et après plusieurs longues minutes de sprint, elle entend au loin la voix de son père qui hurle son prénom. Allison saute dans les bras de son père et ils se ruent tous deux dans la voiture que son père avait garée un peu plus loin, à l'entrée d'un chemin qu'il ne pouvait pas emprunter avec la voiture. Une fois dans la voiture, le père d'Allison la conduit directement au commissariat. Sur la route, son père est en larmes et explique à Allison qu'il entendait le bruit de la cloche et qu'il était persuadé qu'il n'allait plus jamais revoir sa fille. Arrivé au commissariat, la police évidemment a donné les premiers soins à Allison et ensuite ils sont rendus sur les lieux pour essayer de trouver cet homme qui faisait sonner cette cloche. Malheureusement, ils l'ont pas trouvé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'était un t-shirt plié sous un rocher. Ils en ont alors conclu que cet homme était probablement un sans-abri qui vivait dans la forêt et qu'il n'avait absolument pas apprécié le fait qu'Allison se balade aux alentours de son endroit. Et ils ont rien pu faire pour Allison et sa famille à part leur dire d'être très vigilants et de ne plus se balader à cet endroit. Allison a essayé de rationaliser tous ces événements et malheureusement elle est convaincue que ce gars allait lui faire du mal puisque c'est pas normal la manière dont il marchait après elle, c'est pas normal la manière dont il faisait sonner sa cloche. C'est comme s'il était satisfait de la traquer et qui se nourrissait de sa peur en fait à elle. Elle est donc jamais retournée se balader dans la forêt et aujourd'hui dès qu'elle entend un son de cloche elle est complètement paniquée, c'est devenu un vrai cauchemar pour elle. Bref, elle n'a jamais su qui était cette personne et ce qu'elle voulait et elle le saura jamais. Nous arrivons à la fin de ces 3 histoires. J'ai l'impression qu'on va plus trop faire de balade en forêt avant un moment. Eh, je vous le dis, la forêt ça m'a toujours fait bader. Et j'ai des bonnes raisons. Visibilité réduite, terrain que je ne maîtrise pas, des bruits dans tous les sens à ne plus savoir d'où ils viennent. Ah, moi la forêt c'est non. Mais même en plein jour, hein. Moi la forêt c'est non. Et même Karl, putain, ce truc là de clés. À chaque fois que j'ai déménagé dans ma vie, je voulais absolument changer la serrure et les clés parce que j'avais peur que ce qui est arrivé à Karl m'arrive. D'accord? Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Mais sachez que moi, quand je suis chez moi, je laisse toujours la clé sur la porte pour que même si quelqu'un qui a un double des clés veuille rentrer, et ben il ne puisse pas. Ah, moi je rigole pas. Merci à vous d'avoir regardé ce raid d'horreur, j'espère qu'il vous a plu. À bientôt pour d'autres histoires. Le prochain sera dans très peu de temps vu que c'est bientôt Halloween. On va faire un truc spécial à l'occasion. Portez-vous bien, plein de bonnes choses. Des gros bisous. Hey, le tour de magie de début de vidéo, il vous a plu? Les amis, aujourd'hui on va parler d'une théorie. Encore une fois, j'adore ça, ça me passionne. On a commencé par parler des reptiliens, puis on a parlé de l'intelligence artificielle, c'était intéressant, en se disant que éventuellement elles allaient dominer le monde, les petites intelligences artificielles. Puis on a parlé de la zone 51 et des aliens, qui sont peut-être ou peut-être pas là-bas. Je le rappelle, tout ça c'est des théories, y a rien qui prouve que c'est vrai, rien qui prouve que c'est faux. Je préfère désamorcer une fois de plus, voilà, que les gens prennent pas trop ce truc au sérieux, parce que j'ai reçu des mails de gens qui soupçonnaient leur prof d'être un reptilien et qui m'en parlaient en mode hyper sérieux. C'est des théories, attention. Les amis, maintenant on arrête de parler
allez, on arrête les conneries, on rentre dans le cœur du sujet. Ce qui est cool avec cette théorie, c'est qu'elle est très récente. Elle date de 1 mois. Bon, je voulais faire la vidéo avant, mais je pouvais pas parce qu'il n'y avait pas encore tous les éléments, etc. Et j'aurais pas pu raconter le truc bien. Maintenant, je peux, c'est passé. Ça a commencé le 13 mars sur Twitter lorsqu'un utilisateur comme vous, comme moi, a partagé un message vocal trop bizarre qu'il a reçu sur son téléphone. Peut-être avez-vous suivi cette histoire ou pas, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'ai suivi grâce à quelqu'un qui m'a mentionné à ce moment-là et qui m'a dit: Lucas, intéresse-toi à ce truc, je suis sûr tu vas kiffer. Il avait juste. Il me connaît bien, il me connaît mieux que ma maman, cet homme, hein. Paul ou Julien, je sais plus ton nom. Peut-être Thierry. Bref, le 13 mars, un utilisateur du nom de Tai demande de l'aide aux tweetos pour déchiffrer un message vocal trop bizarre qu'il vient de recevoir. Alors, ce message vocal, qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, écoutons-le ensemble. Sierra, Delta, Alpha, November, Golf, Echo, Romeo, Sierra, Oscar. N'est-ce pas creepy sans déconner? Imaginez-vous recevoir ce message sur votre boîte mail. Moi j'aurais fait comme ça et j'aurais partagé sur Twitter, j'aurais dit: qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors les tweetos sont immédiatement intéressés à son tweet. Il y a eu plus de 150 000 RT sur son tweet parce que tout le monde s'est dit: what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le message utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, c'est ce qui est entre autres utilisé pour les communications radio parfois. C'est un truc qui est utilisé normalement surtout par l'armée ou les secours ou la police. Pour le déchiffrer c'est assez simple, en gros faut juste garder la première lettre de chaque mot et ça te donne d'autres mots. Voilà, par exemple, je sais pas moi, pour dire Squeezie, ben tu dis Sierra, Québec, Uniforme, Echo, Echo, Zulu, India, Echo. Voilà, ça fait Squeezie. Ok, je vais pas vous faire travailler aujourd'hui. Vous pouvez ranger les stylos et les cahiers. Tai a déchiffré le message vocal pour nous et ça donne: danger SOS. It is dire for you to evacuate because you they are not human. SOS, danger SOS. Ce qui en français nous donne: danger SOS. Il est terrible pour vous d'évacuer. Soyez prudents, ils ne sont pas humains. SOS, danger SOS. Je change d'opérateur tout de suite. Jusqu'à là on peut se dire: putain c'est un canular, je suis pas le seul à avoir reçu, énormément d'autres gens ont dû le recevoir, ça fait peur, mais voilà, bon, bien joué la blague. Juste là moi je trouverais ça dingue que des gens prennent le temps de mettre au point des blagues de ce genre là qui font vraiment flipper les autres quoi. C'est vraiment pas gentil du tout comme blague, c'est l'inverse d'une blague mon gars. Dans le message à la fin il y a aussi une série de chiffres. 0429339642230. Et généralement une série de chiffres c'est forcément un truc à déchiffrer, ça se balance pas comme ça signifie forcément quelque chose. Alors les tweetos, ces bons tweetos qui ont flair, qui ont l'enquête dans le sang là, qui ont tant regardé d'Eric, eh ben ils enquêtent mon gars. Et ils enquêtent très bien putain. Une tweetos du nom de Erin Mahoney 6, j'espère que j'écorche pas son nom. De toute façon elle est pas française, je m'en bats les couilles, elle tombera jamais sur cette vidéo. Bref, elle a eu l'idée de taper les chiffres dans Google Maps comme si c'était des coordonnées. Et il se trouve que ça donne un endroit très proche de celui où on a perdu le contact avec le vol numéro 370 de Malaysia Airlines. Le fameux avion qui a disparu. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, c'est un truc de malade, c'est un mystère total. Ça s'est passé en 2014 et à l'heure actuelle on a retrouvé quelques débris en 2015, mais on n'a pas retrouvé le gros de l'appareil. On sait pas ce qui s'est passé, l'histoire est très étrange et ça, normalement, ça n'arrive jamais. Il peut y avoir des crashs d'avion, mais on sait à peu près ce qui s'est passé, notamment grâce aux fameuses boîtes noires et surtout, ça disparaît pas des écrans radars comme ça. Là, l'avion a disparu sans aucune raison. C'est un mystère total. Je vous avoue, j'ai pas trop enquêté sur ce sujet-là parce que j'ai déjà peur de l'avion. Si je me mets à psychoter là-dessus, je vais péter un câble, je vais plus jamais partir en voyage, c'est fini. Donc, je me conserve à propos de ce sujet, mais voilà, c'est un mystère de fou. Vous pouvez enquêter de votre côté là-dessus si vous voulez. Et on en est donc au point où le fameux message reçu dans la boîte vocale du mec est relié au vol 370 disparu de Malaysia Airlines en 2014. Soi-disant. Attention, les coordonnées sont très proches et coïncident fortement, mais on sait pas. Il y a alors un mec du nom de Uzumaki qui se joue en débat et qui dit: mais mec, et si le message vocal que t'avais reçu, c'était tout simplement les derniers moments de la boîte noire du vol Malaysia Airlines 370 qui avait disparu? Damn it! Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une boîte noire, c'est un truc qui est dans l'avion qui enregistre tout ce qui se passe et comme ça en cas d'accident ou de crash, et ben on la récupère et on analyse les données pour comprendre ce qui s'est passé et pour pas que ça se reproduise. Voilà, ça a contribué au fait que l'avion soit le moyen de transport le plus sûr du monde. Il y a eu pas mal de théories sur la disparition de cet avion, dont énormément qui parlent d'aliens qui auraient kidnappé l'avion ou à l'intérieur de l'avion l'un des passagers était pas humain et voulait du mal aux gens, enfin bref. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ce putain d'avion? Et est-ce que ce que Tai a reçu sur sa messagerie c'est bel et bien la boîte noire qui lui a parlé? Est-ce que quelqu'un a pris contrôle de l'avion? Est-ce que quelque chose a pris contrôle de l'avion? Ah, Internet devient fou! Mais alors pourquoi les infos de cette boîte noire auraient atterri dans la messagerie de notre ami Tai? Ça n'a rien à foutre là, qu'est-ce qui s'est passé? Uzumaki continue dans sa théorie des boîtes noires et il dit qu'il y a eu des grosses tempêtes solaires, que quand il y a une tempête solaire ça augmente le magnétisme dans l'air et qu'en augmentant le magnétisme dans l'air, le signal aurait été amplifié pour atteindre le téléphone de Tai. C'est un peu gros comme théorie. Là on commence à se dire ok, on est définitivement dans de la fiction, mais c'est pas tout! Le lendemain Tai reçoit des tas de messages d'inconnus parce que son tweet attire la curiosité mais de milliers de personnes. Il lâche des screens de certains de ces messages dont l'un qui est écrit en indonésien et l'autre qui est écrit en code morse. Il va alors traduire celui qui est écrit en indonésien et ça nous donne en français: évacuez, s'il vous plaît envoyez de l'aide, il y a des prisonniers, c'est l'effondrement des nations.
damn it. Je vous ai aussi dit qu'il avait reçu un message en code morse. Très connu hein, le code morse, c'est un peu chiant à décoder, mais bon voilà, quand t'as un peu de temps tu peux. Et le message décodé nous donne They are taking over. Ce qui en français nous donne ils prennent le contrôle, toujours avec une date. La date du 18 avril 2018, c'est toujours pas passé au moment où la vidéo sort. Et là, il y a masse gens qui ont psychoté, qui ont dit ah putain les aliens arrivent le 18 avril. Ça a spéculé comme ça dans tous les sens. Et Ty, qu'est-ce qu'il a fait? Il a désactivé son compte Twitter. Tout le monde s'est dit putain le gars il a balancé son gros fake monté de toutes pièces et il se casse comme ça. Vieux conspirationniste de merde. Ce mec là a accepté un appel Skype avec un autre youtubeur dans lequel il a l'air hyper sincère déjà. Et il dit que c'est vraiment pas lui qui a créé ce message vocal. Il a vraiment reçu ça. Il est vraiment allé sur Twitter en disant putain c'est quoi aidez-moi, je comprends pas. C'est pas du tout un gars qui croit aux théories conspirationnistes de base et ses potes pareil. Et en fait il expliquait qu'avec la proportion que ça a pris, déjà il recevait énormément de messages dont beaucoup de messages de haine. Du coup on est là avec toutes ces infos. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se dire que ce message vocal il a probablement été créé par quelqu'un qui a envoyé ça à Ty. Ty avait quelques milliers de followers donc c'est judicieux en plus d'envoyer ça à un mec à quelques milliers de followers. Le gars savait que de base ça allait faire un peu de visibilité et que ça pouvait partir en gros buzz et c'est ce qui s'est passé. Donc a priori on dirait au final un jeu d'énigmes. Et peut-être qu'il y a plein d'autres gens qui ont reçu le message mais qui sont tout simplement pas sur les réseaux sociaux ou qui l'ont juste supprimé et qui s'en battaient les couilles. Bref, Ty lui il l'a partagé et malheureusement ça l'a mis sous le projecteur. Vraiment c'est, je vous ai dit la vidéo elle a fait plus de 8 millions de vues. Le pauvre tout ça l'a dépassé, du coup il avait désactivé son compte Twitter, il était revenu sous un autre nom, mais du coup il avait une photo comme l'autre compte donc les gens pensaient que c'était un fake et il s'est repris encore plus d'insultes, enfin le pauvre. Tout ça pour vous mettre en garde sur ce que vous partagez sur les réseaux sociaux, ça peut vous mener comme Ty à de très gros problèmes. Même un message vocal bizarre comme ça on se doute pas mais ça peut vraiment vous amener à de la haine, à recevoir de la haine et c'est putain c'est triste. Moi ce que j'en pense, je pense que tout ça c'est un gros jeu orchestré par des petits malins, mais très malins parce que le jeu va encore plus loin, les gens continuent à trouver des trucs, à déchiffrer des choses et je trouve ça beau, voilà ça fait passer le temps aux gens, ça les rassemble, donc c'était pas mal intentionné mais c'était maladroit vis-à-vis de Ty qui s'en est pris plein la gueule. Après certaines personnes pensent qu'il s'agit vraiment d'un avertissement, qu'il y a vraiment eu une histoire d'alien dans le vol 370 de Malaysia Airlines, que Ty n'aurait jamais dû recevoir ça sur sa messagerie vocale, que c'est un truc qui est confidentiel. Alors croyez ce que vous voulez dans l'histoire. Moi j'avoue, je pense que c'est juste un jeu que des gens ont mis au point et je trouve ça tout aussi génial. À vous de vous faire votre avis sur cette histoire, mais voilà je voulais vous en parler parce que j'ai suivi le truc et je trouvais ça génial quand tout le monde cherche des preuves à déchiffrer les trucs, tout le monde se rassemble autour de quelque chose et je sais pas, ça m'a vraiment fait plaisir de voir ça. Ou alors les aliens arrivent le 18 avril prochain pour nous exploser la gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous, c'était génial, n'hésitez pas à l'aimer si elle vous a plu, si vous voulez d'autres théories comme ça. J'adore en ce moment vous parler de ça, j'espère vraiment que ça continue à vous plaire, on apprend des trucs. Alors là, il y avait pas trop de science contrairement à l'intelligence artificielle ou la zone 51, c'est vraiment que des théories, c'est juste l'histoire d'un mec qui a reçu un message et je trouve ça fou en fait, que en 2018 il y a des gens, ils ont une vie normale et d'un coup ils reçoivent un truc, ils sont sous le projecteur, ça fait des millions de vues, tout le monde en parle, les médias relayent le truc, c'est fou, on est dans une époque de malade mon gars. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, peut-être gaming, peut-être on parlera comme là, je sais pas. Portez-vous bien, big bisous, à très vite.